Salut à tous, c'est Olivier. Et aujourd'hui, avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous raconter une petite histoire. On est en août 2020, ça fait plusieurs mois qu'on est confinés. Bientôt la fin de la saison et toutes les courses ont déjà été annulées. Bref, la planète triathlon a le moral dans les chaussettes. Alors que je prépare ma campagne de crowdfunding pour le lancement de la marque Oana, je rencontre un gars passionné de tri, un petit peu par hasard. Il me parle d'un projet dingue. La traversée de la France en swimrun. Quoi? C'est quoi ce truc? Traverser la France du nord au sud en courant et en nageant via les cours d'eau. Ok, je me dis que le mec est peut-être pas tout à fait normal. Papa de 4 enfants et ancien triathlète passionné, il souhaite organiser le défi d'une vie. Un truc de dingue dont ses enfants se souviendront et qui permettra de lever des fonds pour 2 associations dans la préservation de l'environnement et la recherche contre le cancer des enfants. Je trouve ça touchant et je décide de creuser un petit peu. On se lie d'amitié, puis quelques mois plus tard, on lance un projet commun, le podcast Devenir triathlète. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Hermano, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce podcast depuis plus de 2 ans. Et ce fameux projet, c'est Agrippa 2023. Ça représente 1500 km en 30 jours. Il s'entraîne du mieux qu'il peut pour préparer son défi, mais il a besoin de votre soutien aujourd'hui. Il cherche notamment des sponsors financiers. Alors si vous connaissez une boîte qui souhaite gagner en visibilité et surtout soutenir une belle cause, contactez Devenir Triathlète sur les réseaux LinkedIn, Instagram, le groupe Facebook ou encore sur notre site web devenirtriathlète.com. N'hésitez pas à en parler un maximum autour de vous, on sait jamais. C'est le rêve d'une vie et il a besoin de vous. D'avance un grand merci pour votre soutien. Allez, place à l'épisode de la semaine. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti! Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans ce podcast, eh bien, il y a Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à tous. Et cette semaine, nous recevons une triathlète. Déjà, on revient à la base du triathlon et puis en plus, on reçoit une pratiquante et ça me fait très plaisir. On accueille Audrey Merle. Salut Audrey. Salut à tous. Bon Olivier, aujourd'hui, déjà, je ne me plante pas sur la marque que tu as fondée, mais là, je pouvais encore moins me tromper parce que là, tu as mis ta belle casquette, c'est bien marqué dessus, donc ça nous rappelle à l'ordre. Audrey, tu nous as dit que tu avais déjà eu l'occasion d'écouter un petit peu le podcast, donc surtout les premières minutes, et ben ça tombe bien parce que dans les premières minutes, elles sont justement consacrées à notre invité, en l'occurrence invité et eux. Donc dis-nous tout, on veut tout savoir sur Audrey Merle. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors je suis triathlète, comme vous l'avez mentionné. Je suis triathlète donc de haut niveau. J'ai actuellement une licence à IC Triathlon, donc c'est un club francilien. Donc je participe notamment au Grand Prix de première division avec mon club et je suis membre de l'équipe de France sur les épreuves internationales à l'année. J'ai commencé le triathlon en 2012 après avoir fait pas mal d'années dans les bassins, une bonne dizaine d'années. Et quelques crosses en parallèle parce que j'adorais aller jouer dans la Gadoue à côté de chez moi, donc, du coup en terre auvergnate. Et c'est on va dire la liaison de ces deux passions qui m'ont conduite vers le triathlon après un appel fédéral qui m'a proposé d'essayer donc l'aquathlon, natation, course à pied, et j'ai été prise de passion pour l'enchaînement des disciplines. Quelques mois après, je démarrais au Pôle France de triathlon à Montpellier. Wow, bon attends, on va reprendre un petit peu, on va rembobiner, on va reprendre un petit peu tout ça dans les détails. Alors déjà, tu dis d'origine auvergnate, mais t'es à ici triathlon. Bon, on aura compris, t'as déménagé entre-temps, parce que l'Auvergne c'est pas à côté de Paris, ou plutôt Paris n'est pas en Auvergne. Mais je voudrais justement revenir au début, parce que tu nous as dit d'abord une bonne dizaine d'années dans les bassins. Après, t'as commencé le triathlon. Sans te faire forcément l'affront de te demander ton âge, t'as commencé du coup le sport à quel âge et qu'est-ce qui a fait que t'as commencé le sport justement? J'ai commencé à l'âge de 3-4 ans à évoluer, on va dire, dans le milieu aquatique. J'avais un bassin de 50 qui était juste à côté de mon école et juste à côté de chez moi. Enfin, on va dire dans un rayon d'1 kilomètre à vol d'oiseau, il y avait un petit peu tout. Et on va dire que ça a été assez naturel pour moi d'aller vers l'eau puisque l'été on allait en Corse avec mes parents et puis j'avais très rapidement nagé sans brassard et fait quelques frayeurs à mes parents en les enlevant quand ils tournaient le dos. Donc ils m'ont mis à la natation de manière un peu plus, on va dire, structurée
à l'âge de 5 ans, mais ça faisait déjà 2 bonnes années que je nageais régulièrement et que j'adorais l'eau, quoi. Mais après, la pratique en club est venue à 5 ans parce que c'est l'âge à laquelle on commence en général à être intégré dans les structures. Maintenant, il y a les bébés nageurs, mais avant, c'était moyennement le cas. Donc voilà. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à nager en club, quoi. Donc, tu as commencé à nager en club et puis tu nous l'as dit, après, tu as switché un peu vers le triathlon après un appel de la fédération pour te faire essayer l'aquathlon. Pourquoi justement t'es pas resté uniquement dans les bassins? Parce que donc tu as commencé, tu nous dis, enfin quand tu nous dis une dizaine d'années, c'est-à-dire que tu as commencé vers 2-3 ans et tu comptes que tu as commencé le triathlon vers 13-14 ans? Non, ou c'est plutôt après? Plus 17 ans. En fait, j'ai commencé à 17 ans le triathlon. J'avais dû faire l'aquathlon, enfin mon premier championnat de France d'aquathlon à 16 ans. Et donc c'est plus d'une dizaine d'années, mais ça passe vite. Mais concrètement, ce qui m'a fait changer, c'est que j'avais envie de faire du triathlon plus tard. Je pensais vers 20-25 ans, probablement switcher vers le triathlon, parce que j'avais envie de pouvoir courir un peu plus, sachant que les entraîneurs de natation étaient assez bornés sur la discipline et avaient pas trop envie qu'on cherche à aller faire d'autres choses le week-end. Donc j'avais l'impression un petit peu d'être dans l'interdit quand j'allais faire mes crosses. Et je revenais le lundi, je me prenais une séance de jambes horrible juste pour me le faire payer, quoi. Donc ça, je l'ai un peu mal vécu et je me suis dit, le jour où je pourrais faire les deux, clairement, je fonce. Sauf que j'avais un petit peu, on va dire, omis le fait que c'était de l'eau libre et que je détestais l'eau libre. Je détestais ça. Je détestais nager quand je voyais pas le fond. J'avais peur. Enfin, c'était horrible pour moi de pas voir les carreaux, quoi. Et on va dire que c'est assez contradictoire parce que c'est le fait de trop voir les carreaux qui m'a poussé à passer au triathlon au bout d'un moment. Donc, bon, bref, j'ai switché parce que je pense que j'avais besoin de découvrir autre chose. La natation, c'était devenu assez monotone. Et puis en fait l'idée c'était que je puisse à un moment donné réaliser mes objectifs en natte, et une fois que j'avais réalisé mes objectifs, je savais que j'étais un petit peu barrée par mon gabarit pour faire du très haut niveau. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire autre chose, et pourquoi pas essayer de faire du haut niveau, surtout dans une discipline où je pourrais mêler les deux choses qui me faisaient vraiment du bien, quoi, les deux disciplines que j'adorais, et rester un petit peu l'incertitude du vélo, puisque j'avais pas le temps d'en faire, en fait. Je pratiquais même pas le vélo, enfin même le vélo de ville, c'était quelque chose que j'avais très très peu utilisé en mode de déplacement, donc je débutais vraiment dans le vélo par contre quand j'ai commencé le triathlon, quoi. On m'a prêté un vélo, enfin le club dans lequel j'étais à l'époque appartenait, m'a prêté un vélo, et j'en connaissais même pas la marque, ils l'avaient mis dans le camion de la fédération quand je suis partie sur un stage d'essai, et j'ai attendu que tout le monde prenne leur vélo pour savoir lequel était le mien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, les débuts, c'était vraiment en vélo, c'était vraiment un niveau de débutante que j'avais. Alors j'avais la caisse par le nombre d'heures de natation que je faisais, puisque je me suis entraînée jusqu'à 10 fois par semaine en natation. Et après par la course à pied aussi, mais c'est vrai qu'au niveau technique et tout ça, j'ai accumulé beaucoup de retard en fait en commençant à 17 ans le vélo. Et c'est ça qui a été le plus difficile, c'est qu'au début on m'a un peu mise comme une machine physio, on m'a dit c'est bon, t'as le cœur et les jambes, bon, ça va aller. Mais on a un petit peu oublié de m'apprendre les bases parce que j'étais pas du tout passée par l'école de triathlon, donc les transitions, tout ça, au début ça a été un peu chaotique. Donc ça, aujourd'hui, j'en fais encore régulièrement parce que contrairement à d'autres personnes, ne pas être passé par l'école de triathlon fait qu'il y a certains automatismes qu'on n'a pas, quoi. C'est marrant l'anecdote déjà que tu fais sur les jambes dures. Tu vois, moi ce week-end j'ai fait un trail. Alors je suis plutôt coureur route, tu vois, je suis plutôt un routard, et mon entraîneur m'a demandé de faire des trails pour mettre un petit peu d'intensité, un petit peu de, enfin changer aussi, casser un peu la monotonie. Et bon, un petit trail de 18 bornes, 800 mètres de D+. Et le lendemain, il m'a mis déjà 15 bornes de récup en course à pied, et après il m'a mis une séance de natation avec quasiment que des jambes. Et j'ai dit non mais franchement sérieux, mais là t'es horrible, quoi. Mais ouais, mais il faut que ça rentre. je vois bien les douleurs dont tu parles au niveau des jambes quand alors après dimanche, tu te fais un peu de course. J'adorais les jambes dans l'eau, donc ça me dérangeait pas, mais c'était plus le fait de me punir d'avoir fait le cross. C'était vraiment ça que je supportais pas, parce que je me disais qu'en fait il y avait énormément de choses à faire en cherchant à on va dire à la pluridisciplinarité du triathlon. Aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de triathlètes qui sont très performants en cross, et en fait, c'est un transfert qui se fait et qui était très très peu entendu par les entraîneurs de natation, un petit peu, on va dire, à l'ancienne, quoi.
Et je pense qu'aujourd'hui c'est en train de changer, mais bon. Il y a peut-être aussi un côté risque, non, j'imagine. Enfin, ton entraîneur de natation, il a pas envie que tu te risques, que tu prennes des risques, pardon. Totalement. Il a pas envie que tu te blesses. Et bon, c'est clair que tu vas faire du cross. J'imagine que t'augmentes un petit peu le risque au niveau des chevilles, tout ça. Enfin, c'est quand même complètement. Ça, je l'entends totalement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la pratique forcément du triathlon à haut niveau, on a moins envie de prendre ce genre de risque. Les vacances, c'est pas au ski. Enfin, forcément, il y a des choses qu'on fait moins par peur de se blesser. Mais après, je restais une nageuse de 15 ans, 14-15 ans, qui concrètement, si je faisais une finale au France Elite, c'était déjà très très bien pour moi. Enfin, je fais 1m53. J'étais clairement barrée par mon gabarit pour faire du très haut niveau. Donc bon. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'à un moment donné, ils mettent aussi des barrières très jeunes, alors que y a plein de choses à aller prendre un peu sur les autres disciplines, quoi. Tu fais bien de le dire, c'est-à-dire que c'est peut-être les entraîneurs spécifiquement de natation et d'autant plus un peu à l'ancienne ou old school qui étaient un peu réticents à ça, parce que moi je me souviens que j'ai commencé le triathlon fin des années 90 et on parlait déjà, oui je sais je suis plus tout jeune, s'il te plaît, merci. J'ai vu le petit rictus. J'ai rien mais on parlait déjà justement des crosses et notamment je me souviens que je suivais beaucoup l'actualité de Fred Bellobre et consorts et les gars dès que la saison hivernale commençait c'était cross quoi et ça leur réussissait beaucoup. Alors on parlait pas encore forcément du cross triathlon, même si c'est venu aussi à peu près à la même période, mais vraiment les crosses en course à pied ça aidait pas mal les triathlètes à maintenir un niveau et à mettre de l'intensité pendant la saison hivernale. Oui, et je pense qu'aujourd'hui ce serait encore plus judicieux dans le sens où on regarde les courses à très haut niveau et il y a beaucoup de jeux de variation d'allure justement pour tenter, on va dire, de sécher un adversaire ou autre. Enfin, il y a énormément finalement dans le 10 km. Avant, on raisonnait en pace, on mettait son allure et on essayait de s'y tenir. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup dans la confrontation avec une réflexion sur comment est l'autre à ce moment-là, ce qu'on peut faire pour finalement le faire perdre aussi dans la tête, pas que dans les jambes, mais du coup, il y a des stratégies qui entraînent vraiment des variations d'allure sur le 10 km ou sur le 5 km. Et le cross, c'est que variation d'allure. Donc, en fait, c'est hyper intéressant pour nous, quoi. Tiens, il y a deux choses que tu as dites, sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. La peur de l'eau libre et apprendre à rouler à vélo. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on peut commencer par l'eau libre, mais comment on fait pour dépasser sa peur en eau libre? Donc toi, t'avais hyper peur de ça au début. Je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens ont. Moi, qui pourtant n'étais pas un bon nageur, tu vois, ça me faisait pas spécialement peur. Jusqu'à ce que je fasse mon premier triathlon et que je ressorte de l'eau le nez en sang parce que je m'étais pris un coup d'un genou, je sais plus trop ce que c'était. Mais je veux dire, voilà, j'avais pas cette angoisse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, qui disent moi si je vois pas le fond ça me fait peur quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, voilà. Comment t'as fait pour dépasser cette peur? Déjà la première chose c'est de savoir pourquoi on a peur et je pense que c'était la peur de l'inconnu. Et parce que en fait pour moi l'eau c'était quelque chose de clair, de limpide, puisque j'avais toujours évolué dans l'eau en bassin en fait tout simplement. J'allais en vacances, bon je restais au bord, enfin voilà je m'amusais pas à faire à aller loin, à m'éloigner du bord. Tout ça, c'était des choses qui, pour moi, étaient de l'ordre de l'inconnu. Donc, il a fallu tout simplement aussi que je m'habitue au milieu, que j'y aille avec du monde. Parce que déjà, nager en eau libre aujourd'hui, toute seule, au milieu de la mer, quand il fait hyper sombre, je suis pas encore sûre d'être très à l'aise. Hein. Ce qui m'a détendu entre guillemets, c'est que la plupart du temps, quand on fait des séances ou quand on est en compète, en fait, on est porté par la masse, par le groupe et on n'est pas tout seul. Après on me demande d'aller faire 1 heure dans l'océan, je suis pas ravie hein. Donc il y a des choses que j'ai dépassées, mais il y en a d'autres un peu moins. Après vraiment c'est ce côté c'est de se dire de toute façon voilà, on est tout un groupe à plonger en même temps et puis là j'oublie en fait tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en course, ça c'est le jour de la course. Oui, mais j'y vais pas. Le jour de la course c'était toute seule sinon. En fait, sinon tu vas pas t'entraîner toute seule en lac ou quoi, en mer. C'est très très rare. Ça m'est arrivé, mais après c'est souvent dans un milieu dans lequel je suis allée plusieurs fois. À Montpellier, on a le lac du Cress où on fait des séances régulièrement. Le lac du Cress, je le connais en long, en large et en travers. Donc je suis un peu plus rassurée. C'est quoi qui te met pas à l'aise? C'est la profondeur.
C'est les animaux, Oui, c'est quoi? de pas savoir ce qu'il y a dessous. Oui, en fait, c'est complètement irrationnel parce que en même temps, j'adorerais aller faire un peu de plongée et voir tous les poissons un peu exotiques, enfin des choses que je verrais pas forcément chez moi. Mais parce que en fait je le vois parce que c'est clair et souvent la plupart des eaux dans lesquelles on nage on voit rien du tout, on voit même pas nos bras, on voit même pas nos mains, donc là c'est l'inconnu, c'est ça en fait, clairement c'est ça. Et parce que typiquement, tu vois, pendant le Covid, il y avait une période où toutes les piscines étaient fermées et la seule manière pour moi et pour les gars de mon club d'aller nager, c'était dans un étang. Mais quand je te dis un étang, enfin c'est pas un lac, hein, c'est vraiment un étang vaseux où t'avais pied partout parce que t'avais jamais plus d'1 mètre de profondeur, peut-être 1,20 m maximum. Mais c'était hyper vaseux, t'avais plein d'algues, t'avais une espèce de tu nageais limite dans la enfin c'était entre de l'eau et de la boue. Oui. Mais bon voilà, nous on était contents parce qu'on pouvait nager, voilà. Bien sûr. Mais on avait pied. Un truc comme ça, toi, ça te fait peur ou pas? Je mets pas mes pieds de manière très sereine, hein. Parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. Mais non, même non, si t'as ouais, pas, non mais c'est ça, mais c'est pas la profondeur quoi. Non, je pense pas. C'est vraiment le fait de pas voir, de pas savoir. Après, dans la vie de tous les jours, j'aime bien tout contrôler et tout maîtriser, donc ça fait partie des choses. Quand je vois pas, forcément, je contrôle rien. Donc, Bon, alors, je sais pas si ça va te rassurer, mais tu vois, j'ai presque 43 ans. Comme je te l'ai dit, j'ai commencé le tri fin des années 90. Et il y a un tri quand j'étais à Paris que j'ai adoré, c'est Enghien. Alors, je sais pas s'il se fait encore. En fait, il est pas connu pour la qualité de son eau. Et c'est un peu ça. C'est quand tu te mets dans le lac d'Enghien, quand tu te mets à l'eau, tu sais pas trop à quoi tu touches. Et puis, de toute façon, quand tu mets la tête dans l'eau, tu vois même pas ta main, tu vois, pour te dire. Alors, Oui. Et je suis pas connu pour avoir un bras qui va chercher très, 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 très loin. Donc, bon, tu vois, juste pour dire, je suis pas sûr que toi qui es toute jeune, à 40 piges, la peur de l'eau libre, elle sera passée, hein. Non. Après, je pourrais chercher aussi à l'évacuer parce que si c'était vraiment un frein dans ma pratique du haut niveau, je pense que j'aurais essayé de mettre des choses en place. Mais là, ça l'est pas aujourd'hui parce que quand je dois y aller, j'y vais en fait et en oubliant. Après, c'est plus au quotidien. Voilà, si j'étais amenée à m'entraîner toute seule, c'est vrai que ce serait un peu limitant. Mais ça l'est pas, donc j'ai pas non plus. Je suis pas allée faire des séances de préparation mentale en parlant de ma peur de l'eau libre encore. Mais ça pourrait venir. Hein. Pour un ou une triathlète débutante, qui aurait justement cette peur de l'eau libre, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Après, pour moi, ça a marché, mais c'est vraiment d'essayer de s'entourer déjà le plus possible, de pas y aller tout seul. Ouais, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de rassurant. Et après, aller dans des endroits, si on a la possibilité de choisir, hein, mais c'est d'aller dans des endroits où il y a un peu moins d'inconnus. Enfin, bon, après, quand je vais nager à Carnon, à côté de Montpellier, s'il y avait vraiment eu des bêtes féroces, je pense que ça se saurait tous les ans vu le nombre de touristes qu'il y a là-bas. Donc c'est vrai que quand je dépasse pas la bouée des 300 mètres, déjà ça va, quoi. Je sais que tous les ans, il y a je ne sais combien de touristes et bon, il n'y a jamais eu de problème. Donc, déjà, je rationalise avec l'âge. Mais c'est un peu les seuls conseils que je peux donner parce que je fais vraiment pas partie des gens qui ont surmonté suffisamment, on va dire, cette peur pour pouvoir donner des vrais conseils. Après, c'est une peur, c'est pas forcément rationnel, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de plongées sous-marines avec mon père aussi, et j'avais toujours peur. Alors lui, je le voyais, il allait s'amuser dans les algues, etc. Moi, impossible, quoi. Mais par contre, un truc qui marche bien, que j'ai fait il y a quelques années, c'est partir nager depuis une plage en Corse. Donc, oui. notamment, il y a pas mal d'endroits où il y a des petites criques, oui. Et tu pars nager, tu te dis, voilà, c'est juste, il faut se conditionner de se dire, je vais aller là-bas à l'autre bout de la crique. Mm-hmm. Donc tu pars, effectivement, c'est tout blanc, le sable il est blanc sous l'eau, c'est super nickel. Puis d'un seul coup, t'arrives au-dessus d'un banc d'algues, puis après tu vois des rochers, et puis là t'as le choix, quoi. Soit tu fais demi-tour, tu fais un virage et puis tu rentres, soit tu dis bon allez, je vais y aller quand même, et ça aide quand même pas mal à surmonter sa peur. Oui, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, j'ai déjà tenté ce genre de choses, mais je vais me sentir bien, et puis à un moment, je sais pas, je vais toucher un truc bizarre, ou ça peut être une algue, ou alors un pauvre sac plastique qui est resté là, malheureusement, qui s'est retrouvé dans la mer. Et là, j'ai l'impression que j'ai touché un truc horrible, et puis d'un coup, ça y est, là, je me mets à paniquer. Mais bon, après, je nage beaucoup, je m'entraîne beaucoup avec ma sœur, et elle est bien pire que moi, donc finalement, je me dis, bon... Elle s'accroche à moi et elle me noie quand elle touche un truc, donc c'est génial. Super, et tu te rassures en te disant que t'es moins pire qu'elle, c'est ça?
Ok, Bon. top. Et du coup, pour la deuxième question, pour le vélo, comment on fait pour apprendre à rouler à vélo? Alors bon, je vais pas te demander comment on fait pour enlever les petites routes derrière, hein, c'est pas le but, mais bon, t'as 17 ans, il y a des gens qui se mettent au vélo peut-être de manière un peu. Alors, je pense que tu savais déjà rouler à vélo vite Oui, fait, oui, mais oui. peut-être pas sur du vélo de route, enfin en Exactement. peloton et tout ça. Donc c'est quand même des choses qui peuvent être relativement nouvelles pour pas mal de gens qui débutent le tri. Qui ont peut-être fait un peu de vélo le dimanche comme ça, tu sais, sur le VTT qui traîne dans le garage, mais bon, voilà, c'est autre chose que de faire vraiment du cyclisme de manière régulière. Oui. Comment t'as fait pour apprendre à rouler à vélo? Est-ce que t'as eu pour, je sais pas, améliorer ta technique? T'avais peut-être certaines peurs aussi au début? Comment ça s'est passé? J'étais toujours très très loin des roues, on va dire. J'avais énormément peur du contact. C'est surtout ça en fait, parce que quand on maîtrise moyennement quelque chose, on a peur de ce de ce qu'on peut faire, mais on a peur des autres aussi souvent. Et moi, c'était un peu ça, c'est que je me disais bon bah déjà, je me concentre sur le fait de bien faire ce que je sais faire, mais si en plus je dois me concentrer sur ou anticiper ce que peuvent faire les autres, c'était vraiment compliqué. Donc, je pense qu'au début. Il faut s'imaginer que déjà je suis passée de ne pas pratiquer le triathlon à être dans un pôle, dans une structure fédérale. Donc en fait j'ai été baignée directement dans le haut niveau avec des sorties où en semaine on me disait bon bah là tu vas aller les rouler et puis bah il y aura Pierre Lecor, Bertrand Billard et voilà et toi t'as toujours pas de calme, il faut que tu te débrouilles. Donc c'est la méthode un peu dure quoi. C'est en gros on m'a lâché un peu là-dedans et j'avais pas le choix parce que comme je connaissais pas les routes à Montpellier, bah fallait que je reste quand même avec eux. Donc il y a un moment donné. C'est un peu comme si à 3 ans on t'avait jeté dans la piscine et puis on t'avait dit allez débrouille-toi maintenant tu nages. C'est ça. Et donc en fait ça m'a plutôt bien réussi parce que j'ai vite pris le coup de main justement pour sur l'aspect physio, etc. J'ai vite développé on va dire des qualités physio. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je me suis mis un peu des freins. Et surtout, il y a des choses qu'en fait, ils ont oublié. Bon, c'est pas du tout de leur faute, je rejette la pierre sur personne, parce que moi, j'aurais très bien pu le formuler aussi à ce moment-là, mais je pense qu'ils ont oublié en fait que voilà il y avait des petits aspects techniques qui s'apprenaient aussi un peu en les isolant quoi, donc faisant des parcours techniques à vélo, en faisant des montées descentes justement pour travailler les transitions et tout. Et c'est vrai que ça au début j'en faisais pas. Et il est arrivé la première course où ils se sont rendus compte après 8 mois en fait au pôle que je savais absolument pas monter sur mon vélo. Donc voilà, bon ça a été un petit peu comme ça quoi. On a fait pas mal de physio au début où c'était marche ou crève avec bien sûr je mets des guillemets parce que clairement au pôle on a quand même une philosophie d'entraînement très basée sur le polarisé, donc on a notre cardio, donc tout le monde roule tranquille. C'est quand même c'est pas on va dire la vieille école où de toute façon tout le monde roule à 35 et puis même celui qui a on va dire une VO2 20% inférieure doit quand même se débrouiller pour tenir. Enfin, c'était pas du tout ça. On avait quand même des pulsations à respecter. Voilà, quand celui qui est un peu plus fort, bah il roulait plus devant. Donc globalement ça m'a fait un petit peu ça m'a fait un peu les jambes, mais c'était pas non plus horrible quoi. Et après, bah, il a fallu que je retourne un peu en arrière et qu'on fasse de la technique, surtout quand on s'est rendu compte en fait que les parcours évoluaient vers des choses très très urbaines, avec énormément de relances, de virages, en fait d'aspects techniques qu'il y avait beaucoup moins en fait les 2-3 premières années où je faisais du triathlon, où on était vraiment sur des allers-retours très basique où finalement bon la technique une défaillance technique se voyait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui sur les parcours c'est je sais même pas combien on pourrait compter de virages mais c'est énorme quoi, c'est sur 4-5 tours sur 20 km, on passe son temps à faire des virages et on peut clairement perdre un groupe quand on prend pas la bonne trajectoire donc voilà, c'est devenu un élément indispensable au haut niveau. Donc je pense que je fais plus de technique depuis 2-3 ans que ce que je faisais au début. Les parcours techniques, tout ça s'est ajouté maintenant. Est-ce que ces nouveaux types de parcours et le fait que t'aies plus de technique aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi beaucoup lié à la médiatisation du triathlon? Bien sûr, parce qu'il faut passer plus de fois au même endroit, passer beaucoup moins complexe à filmer.
Les gens, c'est sûr, quand ils sont autour, voilà, pouvoir passer 4 ou 5 fois les athlètes à vélo, c'est toujours mieux qu'une fois et puis après attendre une demi-heure, quoi. Oui, Donc, puis bon, il y a un ça peu a plus été pris en d'action. compte. Je veux dire, Oui, bien sûr. c'est là où t'as dans les relances et tout ça. Enfin, c'est là où tu vas avoir des attaques, tu vas avoir Oui. des chutes aussi, malheureusement, mais Oui. c'est moche à dire, mais Oui, ça te fait du spectacle. Ça fait du spectacle. Non, mais c'est vrai. Et donc, bon, Bien sûr. c'est dommage évidemment pour les athlètes, mais Après, c'est dommage, oui et non, parce que au début, j'étais la première un petit peu à me dire, bah, les parcours sont trop dangereux, etc. C'est parce que des fois, c'est quand même limite par moment. Enfin, on a eu quand même des triathlons où c'était un petit peu exagéré, quoi. Enfin, c'est bien de vouloir faire du spectacle, mais bon, quand ça chute, quand sur 60 personnes au départ, il y en a 20 par terre, bon, faut quand même se poser des questions, quoi. Alors après, c'est aux athlètes aussi de se remettre en question. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, on avait peut-être trop délaissé les aspects techniques, on est peut-être trop sur du physio en triathlon, c'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je trouve que ça a donné une dimension justement physio différente avec l'obligation en fait d'être hyper complet en triathlon parce que voilà, on utilise toutes les filières en fait, des relances. Enfin, on passe un certain temps quand même dans la course au-dessus de PMA, donc c'est pas négligeable. Et finalement, on n'est pas du tout sur quelque chose de linéaire, donc ça donne aussi beaucoup de choses à travailler à l'entraînement et beaucoup d'aspects aussi stratégiques dans la préparation de manière générale, puisqu'il faut tout faire en fait. Et ça, c'est super intéressant. Ah oui, oui. Du coup, on est beaucoup en anaérobie en fait, alors que le triathlon est vu comme un sport finalement aérobie. ouais, alors après, attention, hein, parce que, enfin, ça vaudra peut-être la peine de remettre un peu le scope et toi sur tes distances favorites, Oui. mais donc, voilà, toi t'es plutôt sur du court. Exactement. Clairement, on n'est pas dans les mêmes zones d'intensité que si tu pars sur un format Ironman, quoi. Bien sûr, non, ça c'est une évidence et c'est pour ça que pour moi je fais pas encore, enfin je fais pas de comparatif, on n'est pas du tout sur la même discipline et encore moins depuis que bon bah voilà, on voit la Super League arriver, on voit les éliminators, les formats éliminators, donc c'est 3 fois 20 minutes de course quand on va en finale et la veille il y a une série. Enfin ça n'a absolument rien à voir effectivement, on est sur une note dominante. Enfin, on n'est pas sur les mêmes filières en fait. On va revenir peut-être un petit peu sur tous ces différents formats et la Super League aussi, mais juste pour clôturer ce sujet là sur le vélo, quand tu dis que tu as beaucoup travaillé ta technique, qu'est-ce que tu as fait de manière très concrète pour travailler cette technique? C'est beaucoup de slalom, de prise de virage, on va dire similaire à ce qu'on peut avoir en course, des U-turns, donc des demi-tours. Après, on est sur des petits parkings en général où on essaie de créer des parcours un peu sous forme de critérium qu'on prend de plus en plus vite. Des fois, on a la chance d'avoir des sparring ou des gars qui sont quand même assez à l'aise sur ces parties techniques où on doit se mettre dans la roue, pas la lâcher, essayer de prendre de garder sa place dans un virage aussi, donc d'arriver à plusieurs sur un virage, retarder les distances de freinage, tout ça. Et clairement, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai été vraiment mise en difficulté ces dernières années, puisque quand c'est passé sur frein à disque, je suis restée jusqu'à juillet dernier en patin. Et en fait, au début, je me disais bon, bah c'est pas trop gênant, enfin ça reste un vélo. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les distances de freinage étaient tellement différentes que sur les courses, je me retrouvais à me faire avoir en fait. Et c'était presque dangereux parce que bah je freinais pas du tout en même temps que les autres, j'étais à contre-temps en fait. Ah oui. Et donc là, depuis quelque temps, bah, j'ai mon vélo, donc je me suis acheté un vélo à frein à disque. Et là, j'ai redécouvert un peu toutes les séances un peu techniques de manière beaucoup plus ludique parce que du coup, je suis beaucoup plus dans le jeu et je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc c'est quand même super agréable, quoi. Un truc qui peut peut-être aider là-dessus. Alors, je suis désolé, hein, j'y mets mon grain de sel, mais Pas de souci. j'ai découvert de manière un peu plus sportive assez récemment le karting. Alors oui, c'est on en a fait ça. Aussi une question voilà de sport à risque. Donc Oui. on est sur la même lignée, un peu moins risqué que le ski, mais bon voilà. Peut-être que les assurances sont pas d'accord, notamment pour les sportifs de haut niveau. Mais c'est vrai que en tout cas dans le karting, je pense que tu te rends beaucoup plus facilement compte justement des virages que tu peux prendre de façon très technique et freiner presque au dernier moment parce qu'en fait Oui. déjà dans un karting t'as un peu un carénage donc tu te fais un peu moins mal que quand tu tombes en vélo même si tu vas un peu plus vite et en fait avec le karting c'est quand même rare que tu te retournes à la limite tu chasses et puis tu fais un virage mais tu fais pas beaucoup de tonneaux quoi. Oui. Et voilà c'était le petit ajout que je voulais faire et rebondir aussi sur la partie justement très technique au niveau des transitions, Oui. montée de vélo, descente du vélo, etc. C'est marrant parce qu'en tout début d'épisode, quand
présentais, tu parlais aussi de Parthenay. Et Parthenay, c'est là où j'ai fait les France Juniors. Et quand on est arrivé avec la délégation de Haute-Normandie où j'habitais à l'époque, et ben le directeur technique nous a justement fait faire plein d'exercices techniques comme ça. Donc on était sur un petit parking, on était tous alignés. Et puis allez, les gars et les filles, on va essayer de faire de la transition, donc monter du vélo, descendre du vélo, la ligne, etc. Et je trouvais ça super intéressant pour des plus ou moins jeunes, hein, parce que on était en junior, donc 18-20 ans, je crois. Et c'est marrant que tu dises que justement quand t'es arrivé au pôle, bah c'était pas comment dire, ils avaient pas forcément prévu que tu saches pas faire ça. Est-ce que tu crois pas que c'est quelque chose que peut-être déjà dire à notre audience, à nos auditeurs et à nos auditrices que oui, c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais ça je pense qu'on le répète suffisamment souvent avec Olivier, mais peut-être à faire remonter toi au pôle que quelqu'un qui rejoint le pôle, il a peut-être pas forcément les automatismes que d'autres ont après des années de pratique. Oui, alors c'est indispensable parce que ça fait partie. Enfin, pour moi, c'est la 4e discipline du triathlon, la transition. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent sur cette partie-là, surtout sur les formats courts, et essentiellement sur les formats courts, étant donné que ça en fait plein de 4e discipline, hein, parce qu'il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a la récupération, il y a la muscu. Décidément, de la 4e discipline, il y en a plein. Disons que c'est celle que peut-être on a tendance à négliger parce que la priorité c'est de savoir nager, rouler et courir vite. Mais au final, quelqu'un qui sait nager, courir et rouler vite n'est pas forcément celui qui va être devant parce que des fois il peut clairement faire des grosses erreurs, dire rédhibitoires sur une partie qui va durer 2 fois 1 minute, quoi. Donc bon, c'est pas négligeable. Et même il y a un truc tout bête, mais ça on l'a rappelé au moment des tout premiers épisodes du podcast Devenir triathlète, c'est que même si peut-être techniquement tu sais bien monter, descendre de ton vélo, etc. Il y a un truc tout bête, c'est que tu sors de l'eau, tu rentres dans le parc, tu prends ton vélo, t'as oublié de mettre, on va pas dire ton casque, mais t'as oublié de serrer ta jugulaire, de fermer ta jugulaire, tu prends un carton. Et ça arrive même aux sportives et aux sportifs de haut niveau. Et là, finalement, on n'est même plus forcément sur de la préparation, sur des automatismes, on est plus sur du conditionnement, de la prépa mentale. Oui, je sais pas ce que t'en penses. La prépa mentale, je suis totalement d'accord parce que ça permet de visualiser ces périodes-là de la course qui sont en fait des périodes où on est énormément sous pression. On l'est toute la course, mais bon, quoi, à partir du moment où on est parti en course à pied ou on est parti en vélo, bon, les choses, voilà, faut être stratégique, etc. Mais la transition, c'est quelque chose où finalement on nous demande de faire tout le plus vite possible, mais bien. Donc il y a une pression temporelle qui est énorme pour faire des gestes où on doit être extrêmement précis et finalement où l'erreur peut être vite arrivée, quoi, avec cette contrainte de pas prendre de carton parce qu'aujourd'hui il y a l'histoire de la jugulaire, mais il y a des boîtes où on doit mettre la combinaison et si on a une manche qui dépasse, on prend aussi une pénalité. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, de règles, et dans la précipitation, on a vite fait de faire des erreurs en fait qui sont graves en termes de résultats, quoi, parce que 15 secondes de pénalité aujourd'hui, quand on voit qu'en 15 secondes combien il y a de garçons ou de filles à l'arrivée de certaines courses, ça peut faire une dizaine de places, quoi, sur le haut niveau, donc c'est énorme. Et donc voilà, il y a cet aspect-là, je pense que c'est vraiment la pression temporelle qu'il faut gérer sur les transitions. Et en fait, si déjà on sait pas le faire bien doucement, on risque pas d'y arriver en course avec un environnement stressant. Et en plus de ça, je pense qu'à l'entraînement, au-delà de travailler les transitions, on va dire pour qu'elles soient propres, il faut les travailler aussi avec cet aspect de pression. Il faut le travailler avec un environnement qui nous met en difficulté, parce que quand on arrive des fois et qu'on va à notre emplacement, ça se trouve il y a une fille ou un gars qui va vouloir mettre son vélo sur le rack d'après, et toi quand tu tournes, tu te prends le vélo qui tourne avant toi, ou il y a plein de choses dans un parc. En fait, c'est un espace où il faut réussir à anticiper là où on va passer sans se faire percuter, parce que tout le monde veut aller vite. Et ça, c'est des choses qui sont dures. C'est un peu l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, c'est un peu ça. Et clairement, si on ne travaille pas à l'entraînement, on a beau savoir faire une transition entre guillemets parfaite, doucement, la pression justement qu'on a à ce moment-là dans la course peut finalement tout remettre en question. Tout l'apprentissage qu'on a fait, finalement, il est quasiment inexistant. Enfin, il se voit pas, puisque on peut faire des énormes boulettes. Enfin, moi la première, mais clairement des fois je descends sur la ligne, je descends à droite alors que je sais que mon rack, parce que nous souvent on a à gauche et droite en gros sur les parcs à vélo,
et je descends à droite, alors que si j'avais voulu mettre toutes les chances de mon côté, il aurait fallu déjà que je descende sur la gauche de la ligne pour être du bon côté du parc, quoi. Et ça, c'est des choses qu'il faut anticiper, mais du coup, bien avant, puisque c'est au moment où on va commencer à se placer sur la fin du vélo pour descendre vite et bien et sur l'avant du groupe, qu'il va falloir penser à ça. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir repérées la veille. Et je pense qu'il faut se mettre un petit peu des routines, justement, quand on check un peu notre emplacement pour le jour de la course faire les bons choix et que ça devienne presque des choses qu'on a décidées avant, et du coup on se donne pas le choix, on descend sur la gauche, il faut s'arranger pour descendre sur la gauche. Alors bien sûr des fois voilà, la course elle se passe pas totalement comme on veut, on se fait un peu coincer et on descend sur la droite, et il faut quand même se débrouiller, on va pas jeter le vélo et arrêter la course, mais bon voilà, il y a des choses qui peuvent être anticipées et qui demandent énormément finalement de réflexion en amont, quoi, pour être le plus efficient possible le jour de la course, quoi. Il y a la pression et puis il y a aussi l'intensité de l'effort. Enfin, c'est-à-dire que oui. Si tu sors de l'eau ou pareil, ou t'arrives à vélo, j'en sais rien, mais tu sais, t'as le cœur qui est vachement haut au niveau des pulses. C'est pas forcément le moment où t'as le plus les idées claires, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est des choses qui du coup se travaillent aussi à l'entraînement, parce qu'il faut réussir à le travailler avec toutes les composantes de la course, quoi. Et les composantes de la course, c'est ça, c'est finalement la transition, on l'a fait, on est quasiment à 180 de pulse au moment où on l'a fait. Donc au début, c'est bien de le faire doucement, parce qu'il faut maîtriser le geste, il faut savoir le faire proprement. Mais il y a un moment donné, si on veut vraiment se rapprocher finalement de ce qui se passe en course, il faut les faire en conditions de course. Et ça veut dire que voilà, les transitions, on les fait après une grosse série de natation. On a préparé le vélo à côté, on sort à fond, on court autour du bassin. Bon, après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bassin, on peut faire ça, mais c'est vrai que quand... Oui, en général, on évite quand même de courir à côté du bassin, sinon c'est le maître nageur qui sera pas content. Ou alors, en eau libre, on peut trouver des solutions, mais il faut le faire. Et même, ça peut être tout simplement, si on n'a pas un bassin, on va dire, nous, on a la chance d'avoir un bassin extérieur où on peut courir parce que c'est des dalles, c'est pas du carrelage. Mais il y a clairement d'autres moyens de le faire, c'est faire des pompes, des abdos ou de la course sur place à fond la caisse, se faire monter le cœur le plus vite possible, et puis hop, il y a quelqu'un qui donne un top et on va chercher son vélo et on monte le plus vite possible. En fait, c'est se mettre dans une situation de stress, parce que le jour de la course, la transition, on la fait pas de manière posée et sans contrainte, quoi. Ouais, justement, je voulais te demander de rester un petit peu sur ce sujet de la transition. Comment est-ce qu'on les travaille, et quelles bonnes idées on pourrait donner à notre audience justement pour travailler ça. Il y a aussi la partie peut-être départ en natation. Moi, je sais que mon coach, j'étais dans un club très modeste quand j'étais au Luxembourg, et il nous mettait à 5 dans une ligne, et puis il nous disait au top vous partez. Ok, alors t'as des jeunes, t'as des moins jeunes, t'as des vieux. Il y en a qui te disent mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à 5 ou à 6 ou à 8 dans une ligne, quand il y a un gars qui donne le top au moment où vous y attendez pas, faut y aller, quoi. Et ça stimule, ça simule un petit peu un départ triathlon. Est-ce que toi, tu as d'autres trucs et astuces à donner, et le corollaire à ça, c'est dans quelles conditions tu travailles un petit peu tes transitions. Là, tu vois, je sais par exemple que mon entraîneur, à certains moments, il me disait aujourd'hui, c'est une séance spécifique travail-transition. Donc, tu fais que des répétitions de 3 km de vélo et 500 mètres de course à pied, mais par contre, tu fais que de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, changer les chaussures, etc. Ouais. Juste pour travailler ça. Est-ce que c'est des choses que vous faites aussi ? Alors, la stratégie que j'ai eue cette année, parce que j'avais eu encore quelques soucis suite à une chute, enfin un peu comme les choses qui se passent mal, et si on remonte pas tout de suite sur le vélo, c'est compliqué. Moi, j'ai essuyé une petite période de doute sur l'aspect montée-descente du vélo, parce que je me suis ouvert le pied bêtement sur une course. Voilà, il y a une fille qui est tombée à côté de moi. En fait, j'ai marché, parce que du coup, on descend pieds nus du vélo, et j'ai mis le pied sur les freins à disque et je me suis coupé bien comme il faut sous le pied. Donc ça m'a valu quelques points et surtout de rater une course où je me sentais vraiment bien, donc j'étais dégoûtée. Et derrière ça, j'ai eu des grosses appréhensions, et ça faisait 6 mois que je bloquais complet sur les transitions. Et donc j'ai laissé couler en me disant bon, peut-être qu'avec l'adrénaline ça va passer en course, de toute façon je sais faire, j'ai déjà su faire, il y a pas de raison. Et en fait j'ai fait de grosses bourdes, notamment sur WTCS où ça pardonne pas, où j'ai pas pris des packs sur une montée de vélo quasi à l'arrêt, enfin bon bref, des choses de débutants, quoi. Et donc on a remis un peu l'accent sur la fin de saison, là où on a décidé de le retravailler de manière un peu plus on va dire régulière.
Et du coup, au lieu de faire des grosses séances, on va dire spécifiques transition, l'idée c'est de se dire, sur 2 séances dans la semaine, quand j'ai de la technique vélo, je pratique une dizaine de transitions. Donc en fait, ça me fait 20 transitions dans la semaine, en gros. Et par contre, c'est toutes les semaines et toute l'année. Voilà. Donc on est parti sur un peu cette idée-là de le faire tout le temps. Un petit peu, mais voilà, pas en faire 50 parce que mine de rien, monter et descendre de son vélo de manière énergique, c'est quand même coûteux. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de le faire régulièrement et de le valider pour avoir de la confiance le jour où j'arrive en course. Après, bon, comme j'avais cette appréhension de me faire mal aux pieds, je l'ai commencé en basket, tout simplement. Là, j'avais mes baskets. Mon entraîneur, quand il vient sur les séances techniques, il a les baskets dans le scoot et puis il me sort les baskets et je fais monter descente en basket pour pas courir pieds nus sur un parking. Voilà. Et depuis, j'ai débloqué pas mal de choses et là, je le fais naturellement. Alors au début, je le regardais encore un peu trop mon vélo, encore pour ces mêmes histoires d'appréhension. Et là aujourd'hui, les consignes, ça a évolué vers en gros, j'arrive, je te chahute un peu à côté, je veux prendre ta place au moment où je monte, tu te débrouilles pour monter sur ton vélo le plus efficacement possible, quoi. Et voilà, c'est des choses, après on joue un petit peu là-dessus, où il va mettre une contrainte aussi spatiale en resserrant la montée du vélo. Y a pas, en fait, faut quand même avoir en tête que comme les histoires de parcours qui sont très différentes d'un triathlon à un autre, la descente du vélo, elle est aussi très différente, ou la montée du vélo, elle est aussi très différente d'un triathlon à un autre. Des fois, on a 10 mètres de large, des fois, on a 2 mètres. Enfin, c'est des choses qui finalement varient d'une course à l'autre. Et des fois, comme à Leeds, on est à l'arrivée d'une descente, on arrive à 70 km/h, et puis il y en a qui oublient de descendre, quoi, comme ça a été le cas pour Vincent. Mais c'est des choses qui, voilà, on pourra jamais reproduire exactement la transition qu'on a en course, à part si on la connaît ou que la course on l'a faite plein de fois. Mais ce qui s'est passé à Leeds, pour moi, ça a été quelque chose de difficile parce que, finalement, j'étais jamais descendue très vite de mon vélo en arrivant à 55 ou 60 km/h, quoi. Je l'avais jamais fait à l'entraînement et quand on découvre le parcours là-bas et qu'on voit ça, je me dis là, justement, le côté pragmatique que je vais avoir et le fait de vouloir bien contrôler, c'est compliqué parce que j'aurais bien aimé le faire à l'entraînement, quoi. Et voilà, c'est dans ces moments-là où il faut faire le plus de choses possibles et varier le plus les conditions parce que en course, c'est ce qui se passe, quoi. Donc, une fois de plus, c'est un peu la même chose que quand on travaille justement les départs dont on parlait, les départs en natation, où les départs c'est différent aussi. Des fois il y a des beach starts, des fois c'est des départs pontons, des fois c'est un peu moins le cas maintenant, mais des fois on a plus ou moins de place aussi au départ parce que sur les grands prix on est 5 collés clairement dans un box. Sur une WTCS on est 60 au départ et les espaces sont un peu plus larges. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent être différentes d'une course à l'autre et c'est ça qui fait que le triathlon est hyper intéressant à regarder parce que ces variables donnent aussi un peu de suspense, quoi. Et pour revenir sur ces exercices, pour ces transitions, je me souviens très bien un coach que j'avais au Pérou qui lui nous faisait vraiment travailler les départs depuis la plage. Et pour lui, c'était en fait c'est un peu comme au foot, quoi. Tu vois, tu vas limite jouer un peu des épaules, comment tu fais pour te mettre devant les gars devant toi. Donc t'as intérêt quand même parce qu'une fois que t'es dans l'eau, t'as pas envie d'être bloqué. Et donc donc ça, et c'était un truc, mais je me souviens, il prenait vraiment ça hyper à cœur, quoi. Et c'était et il y a assez peu de coachs, moi je trouve, de tri. Alors peut-être que dans le haut niveau c'est un peu différent parce que ils sont peut-être un peu plus complets, mais je trouve qu'il y a quand même assez peu de coachs finalement qui vont s'attarder sur ce genre d'éléments-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas sur le haut niveau, ils sont obligés d'y venir parce que ils se sont rendus compte. L'enjeu est trop grand. Que à niveau égal, en fait, au niveau physiologique, ils en ont vu des athlètes passer. On fait des tests physio. Il y a, en fait, la différence, elle se fait sur ces choses-là. On prend souvent le départ. Il y en a qui, il y en a qui sont un petit peu au-dessus, forcément, mais finalement, les différences, elles sont infimes en termes physiologiques. On va quasiment avoir toutes des valeurs très très proches. Aujourd'hui, la différence, elle se fait sur autre chose, sur le très haut niveau. Et puis, moi, je peux l'expérimenter aussi parce que, j'ai pu comparer des choses. C'est-à-dire que en m'entraînant dans une structure, je vois aujourd'hui des filles comme Léonie et Cassandre, donc qui sont quand même des athlètes aujourd'hui confirmés et qui sont régulièrement sur le devant de la scène.
Moi, ce qui m'impressionne le plus chez Léonie, c'est sa capacité en course à se transcender et à réussir à saisir toutes les opportunités. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout et je travaille là-dessus parce que aujourd'hui, c'est une vraie qualité sur le haut niveau. Étant donné que voilà, on a des niveaux toutes très proches physiologiquement, il faut se démarquer et c'est savoir prendre sa place au moment où on a une opportunité aussi. Donc des fois ça peut être être placé au bon endroit dans un pack, derrière la bonne roue. Typiquement on parlait de descente de vélo, il y a des filles, on sait qu'il faut jamais descendre derrière elles parce qu'elles sont toujours à la ramasse. Et si on est derrière, il y a une grande chance, dans le dernier tour, si on est derrière cette fille-là, il y a de grandes chances qu'on soit pas devant à la descente du vélo. Donc c'est aussi stratégiquement, c'est aussi repérer les personnes qui régulièrement font bien ces choses-là pour essayer de se faufiler et être le plus proche possible de ces athlètes qui réussissent régulièrement ces parties techniques. Et moi, j'ai des fois du mal à avoir cette vision-là. Je la comprends, on me l'explique, mais une fois que je suis en course, c'est comme si je me laissais des fois déborder par d'autres aspects. Et du coup, voilà, quand je suis un peu sous pression, je sais que je le fais pas très bien. Et donc, c'est un peu les choses que je travaille au quotidien, aussi avec la prépa mentale pour le coup. Essayer de visualiser ces instants-là, en fait, qui font basculer presque une course. Parce que quand on remet dans le contexte, descendre dans un pack de 20 athlètes, par exemple, quand on descend en queue de pack et quand on descend devant, des fois, il y a 5 à 10 secondes d'écart à la sortie du parc. Et à combler sur un 5 km, c'est 1 à 2 secondes au kilo. Et c'est énorme, en fait, pour des niveaux physiologiques qui sont équivalents. En fait, on comble jamais, quoi. Et souvent, ça fait partir même très vite le premier kilomètre pour recoller le plus vite possible. Enfin, ça engendre des fois on grille des cartouches, en fait, inutilement en faisant ça. Et ça, faut vraiment le limiter. Donc voilà, je pense que les entraîneurs en ont conscience. Et pour toi, ces transitions, ça reste un vrai sujet aujourd'hui. Tu penses que c'est parce que t'as découvert le triathlon à 17 ans? Oui, parce que peut-être j'ai fait l'erreur de pas m'y intéresser aussi un peu plus tôt. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu me manifester aussi sur le fait que j'avais des appréhensions. Peut-être que je me suis trop concentrée aussi sur le physio de manière personnelle, parce que l'entraîneur, c'est certes celui qui envoie les séances, mais enfin, aujourd'hui, on n'est pas dans de la dictature de l'entraînement. Enfin, il y a un échange, il y a régulièrement des discussions qui sont, on va dire, programmées pour justement que l'entraînement corresponde à l'athlète aussi. Et il y a des réflexions autour de l'entraînement et c'est rarement que descendant. C'est pas l'entraîneur donne des choses et on applique. Donc voilà, il y a peut-être des moments où j'ai pas eu la bonne attitude à ce niveau-là. Et après, il y a aussi l'aspect, il y a eu une période où j'aurais pu plus le travailler. Puis moi, j'ai eu des soucis de santé pendant quand même plusieurs années et c'était pas ma priorité en fait. C'est-à-dire que quand je suis revenue, ma priorité c'était de retrouver un niveau physiologique décent. Et du coup, j'ai une fois de plus délaissé cet aspect-là. Parce que c'était passé secondaire. Je me suis dit, déjà, si je retrouve un état de forme correct, je pourrais recourir sur des compétitions internationales et après on verra. Des fois, c'est mieux de faire un petit peu l'inverse aussi. Et quand tu parles de aujourd'hui, en gros, parce que là, t'es dans l'équipe de France, tu t'as atteint le plus haut niveau. Tu pourras toujours faire mieux. A priori, t'es quand même. Il reste plus grand chose. Tu fais partie, en tout cas, des meilleurs en France sur ce type de format-là. Tu penses que t'as atteint un peu ta limite au niveau physiologique et que du coup, les seules manières de faire mieux, d'aller chercher ces gains marginaux, c'est sur de la technique? C'est la tête. J'allais compléter Olivier, la technique ou la prépa mentale, par exemple. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus en triathlon, je trouve. Non, c'est la tête. Aujourd'hui, justement, par rapport à ce que j'évoquais sur la période où j'ai eu mes soucis de santé, je suis pas quelqu'un qui ait forcément beaucoup confiance de base et ça a été une épreuve qui a fait que je suis revenue avec encore plus d'envie d'être performante, mais par contre, il a fallu remonter le niveau de confiance de manière, on va dire, très très significative parce que clairement, je me sentais jamais légitime sur n'importe quelle course où je prenais part, donc c'est quand même problématique. Après, aujourd'hui, je pense que je suis bien entourée à ce niveau-là et j'ai beaucoup progressé. Mais ça reste encore pas suffisant pour la scène internationale. Et en fait, les courses que je réussis aujourd'hui, c'est quand toutes les planètes sont alignées. C'est quand j'ai toutes les
Enfin, je me sens, on va dire à 100%, que tout s'est bien passé dans la préparation, que j'ai pas eu de petits pépins. Dès qu'il y a un petit pépin ou quelque chose comme ça peut me faire vriller trop facilement encore. Donc ça se travaille et j'en ai parfaitement conscience. Donc je mets les choses en place. Après, c'est long parce que progresser physiologiquement, ça peut être très rapide. Finalement beaucoup plus rapide que progresser dans la tête, quoi. Donc c'est un peu mécanique en fait, le côté physiologique. C'est ça. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est bon, tu t'entraînes, si a priori si tu t'entraînes correctement avec la bonne charge la bonne charge d'entraînement, normalement ça fonctionne, quoi. C'est ça. Donc voilà, après il y a des choses qui sont très ancrées aussi, on a tous des profils un peu différents, on a des tempéraments différents et moi la méthode de dire tu vas casser la bouche à la personne qui est à côté de toi quand tu prends quand tu prends le départ, ça marche pas du tout. Donc faut que je trouve d'autres façons de voir la course, faut que voilà, ça il y en a d'autres, hein, on n'est pas obligé de vouloir démonter tout le monde avant de prendre le départ pour être performant, mais c'est vrai qu'une fois de plus quand on reparle du triathlon il y a plusieurs années, les discours des entraîneurs, c'était si t'as pas envie de casser la bouche à tout le monde, t'es pas fait pour faire de la compétition, quoi. Mais ça a vachement changé, et notamment aussi eu égard à la prépa mentale. Par exemple, il y a quelques années, tu parlais de prépa mentale à un entraîneur, il te disait non mais tu perds t'es bien dans ta tête, t'as pas besoin de voir un psy, quoi. C'était quand même très associé à autre chose que justement la préparation mentale telle qu'on l'entend actuellement. Et pour rester sur le sujet de la prépa mentale, justement, tu disais tout à l'heure que ça t'aide beaucoup, il faut que tu progresses là-dessus. Ça veut dire quoi pour toi? Comment est-ce que tu travailles? Enfin, si tu veux nous en parler. Bien sûr. Avec qui tu travailles? Pareil, si tu veux nous en parler. Quels sont les sujets que vous abordez? Et puis, si tu te rends compte qu'il y a un sujet que tu as besoin d'aborder, est-ce que tu sollicites ton préparateur mental ou ta préparatrice mentale là-dessus? Je te demande ça parce que moi, je suis en plein dedans, là. Je travaille avec un prépa mental qui est génial. Et en fait, je le sollicite au besoin, en plus des séances régulières qu'on a en place, et ça m'aide énormément. Oui, je travaille avec une jeune femme qui s'appelle Autria, que j'ai rencontrée en fait parce qu'elle s'occupait des jeunes au pôle de Montpellier, des jeunes triathlètes. Et quand je suis revenue à Montpellier l'an dernier, je voulais reprendre un suivi et on m'a conseillé donc Autria. Et ça s'est super bien passé, j'ai eu un très bon feeling parce que ça c'est hyper important aussi, hein. Enfin, ça reste des moments privilégiés et il faut, pour que ce soit efficace, pour moi, il faut aussi avoir ce feeling-là avec la personne, sinon en fait c'est complètement inefficace. Et il faut croire en ce qu'on fait aussi, donc ça c'est hyper important. Et en fait, elle travaille, elle a diverses méthodes sans rentrer dans les détails, hein, mais il y a des sessions qui sont essentiellement, on va dire, de l'ordre de la discussion où je peux amener un petit peu ce qui s'est passé à l'entraînement, les petits blocages, les choses que j'ai ressenties finalement dans l'entraînement ou en compétition ou autre. Donc on peut tout simplement être amené à en parler et des fois ça me fait juste du bien en fait d'en parler et d'avoir une personne qui a un regard extérieur et qui m'aide à relativiser parce que du coup c'est souvent sur des aspects de confiance. Donc si un entraînement est un petit peu moins bien réussi et tout, ça souvent je l'évoque et en fait, ça me fait évacuer des choses qui pourraient rester et que je pourrais ruminer tout simplement X temps et devenir complètement néfaste à la performance. Et après, il va y avoir des sessions. Ouais, puis des fois, ça te permet de te rendre compte que finalement, la solution, elle est en toi. Exactement. Mon prépa mental, il m'a dit hier, par exemple, que finalement, son travail, c'est que de reformuler, de redire ce que toi, t'as déjà en toi, ce à quoi tu penses déjà, mais que soit tu dis différemment, soit ce qui vient t'impacter. Voilà. Ça, je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai ressenti les premières séances que j'ai faites avec elle, c'est que finalement j'amenais une problématique et puis en fait elle avait une façon de raisonner derrière qui juste me faisait relativiser et je me disais mais en fait ça je me le suis déjà dit mais elle me l'a dit avec d'autres mots et finalement ça a plus de sens pour moi, enfin tout simplement. Après, on a des petits exercices. Des fois, elle me fait faire de la visualisation. Elle peut aussi m'amener à comprendre pourquoi une situation m'angoisse, par exemple. Ou, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent, une fois de plus, avoir un impact énorme quand on se retrouve dans l'aspect pression de la course. Et on se dit, au quotidien, c'est pas très gênant de trouver ça stressant. Mais enfin, quand on est en pleine course, ça peut nous amener à faire n'importe quoi. Et donc ça, elle évite finalement que je me retrouve dans ces situations-là. Et après, on fait beaucoup de débriefing de course. Ça, c'est hyper important. Donc à chaque fois que je fais une course, j'ai un suivi, une fiche où je mets comment ça s'est passé la veille, qu'est-ce que j'ai mis en place. Après, comment le jour de la course, j'ai vécu l'avant-course, ce que j'ai pu faire si j'ai fait des choses différentes de d'habitude. Pendant la course, à tel moment, on décompose toute la course si j'ai des choses à dire à chaque fois sur
des petits aspects différents, comment j'ai vécu le départ, comment j'ai vécu la première bouée. Après, je donne en comparatif, en fait, j'ai tout l'aspect analyse, donc avec les temps, les watts, etc., pour mettre en parallèle aussi avec la performance. Et si j'ai mis des choses en place d'un point de vue justement de la prépa mentale, donc si j'ai mis en place de la visualisation, de la relaxation, etc., tout ça je le mets aussi, et puis après voilà, je fais le bilan, ce que j'ai réussi, le positif, le négatif, et en fait c'est comme ça que j'ai avancé toute l'année, et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que souvent une course qui est bien réussie, on dit super, c'est bien réussi, on la met de côté pour passer à la suivante, et une course qui est mal réussie, on se dit, oh, je suis dégoûté, et puis 3 jours après, on préfère l'oublier parce que, c'est pareil, ça fait toujours du mal d'y repenser. Donc, quand on fait un petit peu le bilan, les courses, qui peuvent être vraiment, finalement, la meilleure façon de progresser et de travailler, on s'en sert pas assez, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant, et je pense qu'elle m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de revenir sur les courses, et surtout de se dire que dans tout résultat, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on avait visé, il y a souvent du positif et souvent moyen de valider des choses qu'on avait mis en place à l'entraînement. Donc ça, c'est hyper important. Et comme tu l'as dit, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien sur une course qu'on pourrait voir comme un échec, oui. Il y a des enseignements à en tirer, mais aussi une course où tout a bien fonctionné, parce que finalement c'est justement là qu'il faut aussi aller chercher les éléments qui ont fait que ça a bien fonctionné. Ok, c'était un jour parfait, oui. toutes les planètes étaient alignées, mais il y a pas que ça en fait. Il y a aussi tu te sentais bien, t'étais bien préparé, t'avais bien visualisé, t'avais bien médité, t'avais bien dormi, t'avais bien mangé, je sais pas, t'avais vu quelqu'un qui t'a fait plaisir sur le bord de la route, et finalement c'est tout ça aussi qui va concourir au fait que la fois d'après ça pourra bien se passer. Oui, complètement. Après, ça, donc c'est un aspect qu'elle m'a vraiment, elle m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Et la dernière chose pour laquelle je la sollicite régulièrement, alors bon, c'est plus aussi sur la place qu'on peut avoir dans un groupe. C'est jamais évident en fait dans un groupe d'entraînement. Alors là, cette année, je suis dans un groupe assez restreint. Mais en fait, par moment, j'avais aussi du mal à trouver ma place dans un groupe. C'est compliqué en fait, souvent, il y a une hiérarchie dans un groupe qui s'installe, avec l'athlète la plus performante. Enfin, c'est bête dit comme ça, mais en gros, il y en a une qui est plus forte, par les résultats, on le voit. Et en fait, il y a des jours où, forcément, les choses s'inversent à l'entraînement, parce que, voilà, les coups de fatigue sont jamais au même moment pour tout le monde. Et souvent, il y a des tensions qui peuvent arriver et qui sont très, très, très dommages, parce que le but du groupe, c'est de se tirer vers le haut. Donc, c'est aussi d'accepter la confrontation et le fait de pouvoir, de devoir se surpasser, justement, parce qu'on est en groupe. Mais pour un groupe où les objectifs sont similaires, souvent, où, par exemple, on peut être 3 ou 4 filles, avoir le même objectif, d'être présente sur la ligne de départ au jeu dans 2 ans ou autre, ça peut créer des tensions assez vite. Et souvent, ça reste des non-dits derrière, et c'est dommage, parce que en parlant justement avec la préparatrice mentale, j'ai aussi appris que dans un groupe, il fallait réussir en fait à sans voir le côté négatif du terme utilisé, mais à utiliser les qualités et les défauts de chacun en fait. Parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent complètement vriller à l'entraînement, et puis de pas supporter qu'on joue un peu le contact dans l'eau quand on fait des séances type triathlon. Mais sauf qu'en fait, pendant la course, ça se passe comme ça, donc il faut l'accepter, et il faut se dire que la personne qui est à côté de toi, même si elle est chiante quand elle fait ça, en fait, elle est juste en train de t'aider à être plus performante si t'arrives à prendre la séance du bon côté. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'avec la fatigue, on a tous des moments où on est un peu à cran, et du coup, on peut vite rendre ça peut vite devenir une situation insupportable, et on peut vite pas mal se comporter derrière, mais avoir des réactions qui nuisent on va dire, à la bonne entente du groupe. Et tout ça, c'est des choses que j'ai pas mal évoquées avec elle, parce que j'avais tendance pas mal à m'effacer en fait, et c'était dur pour moi que dans certaines situations, je puisse par exemple courir plus vite ou nager plus vite qu'une personne qui d'habitude est plus forte que moi et qui réagissait pas forcément très bien. J'avais du mal à l'accepter, et je me disais peut-être qu'en fait ma place elle est pas là, donc je devrais rester derrière, c'est quand même mieux. Enfin, tout ça, c'est des choses, en fait, la préparatrice mentale, elle a vraiment un rôle à jouer là-dessus aussi, à condition d'accepter de parler de ces choses-là, parce que c'est pas non plus évident, et puis tout le monde ne les vit pas pareil, donc voilà. Mais moi, je sais que cet aspect-là, c'était important. Et puis, il y a une question d'ego aussi qui est bien sûr hyper présente. Donc, bien sûr. Enfin, dans les deux sens. Premièrement, dans le sens
tu acceptes le fait de te dire bah en fait je suis peut-être pas la meilleure, donc du coup est-ce que je suis légitime à dépasser la meilleure pendant l'entraînement. Déjà non mais c'est vrai, il faut se l'accepter de se dire ça aussi. Donc il y a une question d'ego à ce niveau-là, et puis je trouve que dans un groupe, et particulièrement dans le triathlon, les triathlètes sont quand même des athlètes qui en général ont un certain ego. Et c'est vrai que non mais et ça moi je l'ai déjà remarqué parce que j'ai fait quand même quelques clubs de triathlon en Belgique, en France, au Pérou, voilà. Et il y a rien à faire. Tu débarques dans une nouvelle équipe, dès qu'il y a une petite côte à vélo ou quoi, et que tu joues un petit peu la guette, c'est pour arriver le premier en haut. Oui. C'est le genre de truc, mais tu peux te faire des ennemis, mais à vie, quoi. Oui, bien sûr. Alors que les gars, c'est bon. Enfin, je veux dire. Toi aussi, t'as voulu pousser, bah, t'as voulu jouer, t'as perdu, bah voilà, tu vois, mais, et du coup, moi, moi, parfois, ça me fait un peu rire, et en même temps, je trouve ça dommage, tu vois, parce que, pour des questions d'ego, parfois, t'as du mal à intégrer un groupe juste parce que, en fait, pour intégrer le groupe, il faut respecter, et donc faut pas dépasser, tu vois, Et en même temps, faut montrer qu'on est légitime. Donc c'est quand même très compliqué. Il faut montrer que t'es là derrière aussi, que t'es légitime, tu vois, mais donc c'est très spécial, et je te rejoins tout à fait quand tu dis tout ça. Parce que ouais, je trouve que c'est hyper présent dans le triathlon, quoi. Oui, et puis alors ça l'est peut-être davantage encore quand les personnes qui s'entraînent ensemble ont vraiment des objectifs très similaires. Parce qu'il y a des groupes qui peuvent hyper bien fonctionner avec, là, moi, je vois aujourd'hui, je suis pas en train de dire que ça fonctionnait pas avant. L'année dernière, quand je suis revenue à Montpellier, de m'entraîner avec Léonie et Cassandre, ça a été une vraie plus-value parce que j'avais perdu beaucoup confiance en moi. Et le fait de me rapprocher et qu'elle me tire vers le haut, je me suis rendu compte que elles ont le niveau des courses internationales, donc en étant proche d'elles, finalement, ça me légitimait aussi quand j'allais sur ces courses-là. Et c'était hyper important. Moi, ça m'a énormément apporté. Même si c'est pas toujours facile, parce que on est à la fois des coéquipières en équipe de France, mais aussi quand il y a des qualifs et des nombres de dossards, on devient forcément adversaire. Et Léonie, c'est la personne avec qui j'ai vécu un sprint au championnat du monde du 23. On se retrouve côte à côte alors qu'on s'appréciait et qu'on était dans la même chambre. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y en ait une qui gagne, et on se demandait on avait presque peur de battre l'autre à ce moment-là, alors qu'on était en train de jouer un titre international. Et c'est des moments, moi, ça reste un peu gravé dans ma tête, parce que sur cette ligne d'arrivée, je me suis posé 1000 questions alors que ça a duré 10 secondes. Et c'est des questions-là, peut-être que d'autres personnes vont pas du tout se les poser, hein, mais autant elles que moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées à ce moment-là. Et je pense que il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses aussi quand on est sur une ligne de départ, parce que on peut rester dans le respect tout en voulant gagner, en fait. Et c'est vraiment ça que aujourd'hui j'essaie de garder en tête, parce que j'ai l'impression des fois en triathlon qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, ce que je disais tout à l'heure, pensent qu'il faut absolument écraser celui d'à côté pour être devant, et ça c'est hyper dur. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que je vis hyper mal. Je sais qu'en natation, c'est horrible de se sentir des fois complètement massacré, comme tu disais tout à l'heure, quand tu sors avec le nez en sang. Moi, c'est des situations où, oui, des fois, sortir griffé, te faire tirer la combi, le pied, c'est des actes qui sont volontaires. Quand on attrape le pied, très clairement, qu'on tire ou qu'on tape les côtes, c'est des actes qui sont volontaires, et ça existe. Puis surtout à votre niveau. Je veux dire, nous, on prend une mass start avec des amateurs, au milieu des amateurs. Bon, voilà, des fois, t'as un bras qui traîne, tu fais pas forcément attention. Par contre, à votre niveau, vous connaissez parfaitement chaque mouvement de votre corps. Vous savez exactement ce que ça va engendrer. Vous savez où est-ce que vous mettez la main, le pied. Donc, vous avez pas d'excuses. Après, il faut savoir différencier, le coup, la main qui tape le bras d'à côté, des sales coups qu'on peut avoir sous l'eau. Mais en fait, ça a été hyper, pour moi, c'est devenu, ça peut paraître très fort comme mot, mais la violence qu'il y a en natation aujourd'hui, franchement, il y a eu des fois où je me suis posé la question de savoir si c'était encore en accord avec mes valeurs, quoi. Je me suis dit, mais en fait, jamais je pourrais faire ça. Et si on se pose ces questions au moment où on est dans l'eau, on a déjà perdu, en fait. Donc il faut réussir. Attends, mais juste pour qu'on sache un petit peu de quoi tu parles exactement, parce que moi je me suis déjà je suis déjà sorti avec le nez en sang, fine, mais je pense pas que c'était volontaire. Mais dans le haut niveau, on sait pas, parce que je connais pas forcément. C'est quoi le genre de truc qu'on observe quand on met la main volontairement sur la tête et qu'on la laisse couler 10 secondes à la bouée, c'est des choses 10 secondes.
Ah bah ça arrive, hein. Et c'est arrivé. Attends, mais à comment plein de tu monde. fais? Alors, c'est-à-dire que donc t'as un adversaire Ouais. qui, en passant derrière la bouée, va mettre sa main sur ta tête Ah oui, c'est déjà ça arrive. Enfin, pendant après, 10 secondes. en fait, le problème c'est que quelqu'un qui appuie sur la tête, il peut le faire que 2 ou 3 secondes ou 1 seconde même. Mais sauf que quand il fait ça, il y a quelqu'un qui passe dessus et toi tu t'émerges que 10 secondes après parce que t'as 20 personnes derrière toi qui sont en train de te nager dessus vu que t'es sous l'eau. Donc en fait, tout le monde essaie de prendre à la corde, donc ces choses-là, ça se voit pas forcément. Mais Et en général, oui. quand ça se passe, tu t'identifies la personne? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça m'est déjà arrivé de voir. Alors après, avec pareil beaucoup de recul parce que bon bah on voit les couleurs de bonnet souvent. C'est souvent ça. Et sur les WTCS, très clairement, il y a 10. Enfin, il y a 10 bonnets de couleurs, on va dire par tranche de 10. Donc ça réduit forcément. Ok. Un petit Et peu. ça t'est déjà arrivé? Oui. Ça m'est arrivé à Montréal. Et c'était qui? Et je dirais pas. Non, mais après le but c'est pas de, enfin moi souvent c'est des personnes, si je sais, j'essaie d'aller les voir après la. Non, mais j'imagine, mais je veux Voilà. dire, enfin, c'est pas toujours volontaire parce qu'après ça se trouve cette personne-là elle s'est fait couler juste avant. Enfin en fait elle essaie juste de s'en sortir. Mais moi clairement sur cette course-là, j'ai pris le départ de la première, j'étais en forme hein, parce que bah la veille ça s'était très bien passé sur le duathlon et tout. Je prends le départ de la première manche, je le vis hyper mal sur 300 mètres, ça a été un massacre. La deuxième course qui avait lieu, donc on avait c'est quasiment 10 minutes de pause avant de reprendre le départ de la deuxième manche. J'étais terrorisée, j'ai dû faire des exercices de respiration avec le kiné qui était sur place pour l'équipe de France parce que je voulais pas reprendre le départ. Et en 10 minutes, c'est compliqué de switcher et de faire complètement abstraction de ce qui vient de se passer sur la course d'avant. Et pourtant, il faut le faire. Donc voilà, ça m'est arrivé, mais comme ça, c'est arrivé à plein de triathlètes. Aujourd'hui, ils mettent des pénalités avec les drones. C'est arrivé de plus en plus sur la fin de saison là. Ils essaient de voir des choses, mais tout ne se voit pas parce que d'une fois de plus, c'est beaucoup de choses qui se passent sous l'eau. Il y a des choses involontaires. Hein. Ça se trouve, les gens qui prennent des pénalités, il y a rien de volontaire en plus. Hein. Mais en fait, c'est arrivé aussi pour. On en est arrivé à mettre des drones. Je pense c'est peut-être pour faire peur presque, pour dire voilà, faites attention parce qu'aujourd'hui c'est contrôlé. Mais c'est très très compliqué de mettre des pénalités justifiées juste là-dessus parce qu'on voit pas tout et même des fois ça se trouve celle qui va prendre la pénalité ça va être vu au drone et c'est la seule fois où elle a mis un petit coup parce qu'elle s'est fait massacrer 3 secondes avant quoi. Donc c'est un sujet hyper complexe et de toute façon il faut quand même avoir conscience que ça reste un sport de contact. De nager aujourd'hui sur un départ de triathlon, c'est du contact. On peut pas faire sans les autres. Donc tout le monde veut aller à la même bouée. Des fois la bouée à Tijovaros sur la Coupe d'Europe cette année qui sera Coupe du Monde, la bouée elle est à 99 mètres. Forcément, quand les triathlètes ils veulent aller au même endroit, à un moment ça va être compliqué. Donc voilà, c'est des moments qui sont durs à passer et surtout des profils comme le mien. J'ai pas beaucoup de vitesse. Je suis pas très explosive et souvent j'ai tendance à me refaire un petit peu la cerise sur le deuxième tour sur des 1500 ou à d'être plutôt à l'aise sur les deuxièmes parties de course. Forcément les 90 premiers mètres je passe pas un bon moment hein. Et j'essaie de le travailler aussi parce que je sais que c'est des choses qui sont indispensables. D'avoir un bon start c'est indispensable. Ouais, et encore tu restes dans un peloton entre guillemets, un pack de bon niveau, c'est-à-dire que dans des courses un petit peu plus grand public, quand t'arrives à la bouée, t'en as 1 sur 3 qui fait de la brasse. Hein. Oui. Et donc du coup là, les coups de talon, c'est encore autre chose. Hein. Ah complètement. Après j'ai nagé pendant plusieurs années dans le public, c'est un peu la même histoire. Et ça en plus, ça d'autant plus que finalement sur un départ, quand on parle d'une mass start ou quand on parle d'un départ, même parfois en rolling start pour les amateurs, on choisit un peu son emplacement, si on veut se mettre à droite, à gauche, etc. Finalement, vous sur les triathlètes élites, vous choisissez pas votre départ, vous choisissez pas votre emplacement, vous êtes appelé par rapport à votre classement, à votre ranking, et après tu choisis où est-ce que tu vas te placer par rapport souvent à l'espacement de la bouée. Tu vas essayer de trouver la meilleure stratégie, mais finalement, même si il se dit dans le peloton que vaut mieux pas nager à côté de un tel ou une telle, si t'es appelé avant, tu te places, et puis une telle ou le un tel, s'il veut venir se mettre à côté de toi, tu peux pas lui dire d'aller ailleurs. Ça.
faut limiter. Pareil, on parlait d'anticipation. Il y a des choses qu'on peut anticiper là-dessus. Quand on a la start list qui sort la veille, on sait qui va être appelé avant, qui va être appelé après. Et on peut déjà anticiper certaines choses en se disant bon bah peut-être que là je veux clairement pas être à côté d'elle. Quand c'est possible, quand c'est dans le sens où la personne qu'on veut pas avoir à côté, elle est appelée avant. C'est possible de faire quelque chose. Effectivement, quand c'est l'inverse, bon, bah là on peut pas jouer là-dessus. Mais finalement, la meilleure solution sur ces courses-là, c'est d'être classé le mieux possible, parce qu'en général, plus on est bien classé, mieux ça nage, et moins ça cherche à faire de crasse. Donc le but, c'est aussi de monter au ranking pour avoir les meilleurs dossards possibles. Puis bah plus on se rapproche des premiers dossards, plus on a une chance d'avoir un extérieur favorable en fait. Donc ouais, voilà. enfin après, comme tu dis, sur la course où t'as la première bouée qui est à 99 mètres, t'as beau avoir un ponton de 60 mètres, il y a un moment, l'entonnoir il va être très 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 serré. C'est ça. Mais d'être sur un extérieur, ça peut déjà. Enfin après tout le monde n'aime pas nager sur un extérieur. Des personnes qui sont pas forcément nageurs de base, ils vont chercher à nager dans la masse pour justement quand on est très bon. En drafting, bon, exactement le même principe qu'à vélo. Quand on est très bon en drafting dans l'eau, on peut faire des miracles. Hein. Il y a des personnes. Ça veut dire quoi être très bon en drafting dans l'eau? Moi, typiquement, je suis pas un bon nageur. Ouais. Mais je sais pas si je suis un bon drafteur pour autant. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon drafteur dans l'eau? Bah t'es un bon cycliste. Ça va. Comment... Je me débrouille. Non, il est modeste. C'est un très très bon cycliste. Comment tu fais pour te placer à vélo? Comment tu réagis? Enfin, comment tu trouves la bonne position pour être le mieux abrité possible? Tu te fais petit, t'essayes d'être à peu près dans le premier tiers du peloton, ouais. Histoire de pas laisser partir les échappées, et t'essayes de te couvrir un maximum du vent. Mais je veux dire, en nageant, c'est pas tout à fait pareil. Bah si, c'est exactement pareil. Alors après, il y a l'histoire d'être dans le premier tiers, tout ça. Bon, il vaut mieux être dans le premier tiers parce que de toute façon, à un moment donné, on double pas 40 personnes au moment de la sortie d'eau, donc tant qu'à faire, voilà. Mais l'histoire du drafting, c'est un peu, il y a une vague en fait. Il y a un endroit où t'es plus protégé. Le nageur crée une vague et l'idée c'est d'être sur sa vague, c'est de faire du surf un peu. Jusque-là, je te suis. Mais je veux donc, dire, du coup, pour des triathlètes qui nagent pas, enfin, tu sais, qui ont pas forcément l'habitude oui. de nager, dans les pieds. Tu vas être, l'idéal, alors, les pieds, c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est la hanche. Le mieux, c'est d'être sur la hanche parce que déjà, tu sens mieux les choses. Sur la hanche, t'es à côté du nageur, donc, c'est plus difficile de perdre le contact, avec lui. Les pieds, le problème, c'est que si à un moment donné, la personne devant, elle dévie, un petit peu, si t'es pas très attentif à ce moment-là et que t'es pas vraiment en train de toucher ses pieds, le contact il est vite perdu, alors que la hanche il y a encore une marge. Donc l'idéal c'est la et puis d'un autre côté, les pieds, quand tu touches le pied et que le nageur de devant ou la nageuse devant aime pas ça, oui. Il est aussi plus facile à te mettre un coup de pied. Bien sûr. Pas très loin. C'est alors vrai. que quand t'es dans la hanche, c'est un peu plus difficile, quoi. Alors après, être un bon drafteur, moi je me considère pas forcément très très bonne à ce niveau-là, je le travaille encore beaucoup. Mais il faut savoir, l'idéal c'est d'être le plus proche possible de la personne, sans la gêner. Parce qu'en fait, à partir du moment où on gêne la personne, alors ça peut être une stratégie pour des mauvais nageurs de vouloir un petit peu embêter les autres pour qu'ils nagent moins vite. Mais concrètement, stratégiquement, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon parce que l'idée, c'est que si la personne, elle nage bien et qu'on arrive à être dans sa vague, si elle peut faire un trou ou recoller avec le petit groupe qui est parti devant, faut la laisser nager, quoi. Ouais, après, faut être capable de rester dans la vague aussi. Possible. Je veux dire, oui. Mais c'est énorme la différence. Ça nous arrive de faire des séances en drafting où on va réussir à coller des garçons qui nagent beaucoup plus vite que nous. Donc la différence, elle est vraiment... souvent, la question qui revient, c'est mais est-ce que c'est vraiment aussi important qu'en vélo? Mais en fait, je pense que quand on sait bien drafter, c'est peut-être même... C'est au moins aussi important qu'à vélo. L'économie est au moins aussi importante. Ouais, puis ça a une autre importance, c'est que la personne qui est devant, si en plus c'est une personne qui sait bien s'orienter, oui. T'as pas besoin de lever la tête. Exactement. Et donc tu gagnes là aussi tu gagnes en énergie, tu gagnes en orientation, etc. Et c'est marrant parce que moi, alors je fais plus de tri, mais tous mes départs c'était systématiquement aux extérieurs, quoi. Alors je dirais pas que je suis un bon nageur ni un mauvais nageur, je suis plutôt dans la moyenne, mais finalement je faisais tous mes départs à l'extérieur, comme ça j'évitais tous les coups. Et après je recollais énormément dans le. Mais alors le risque quand on est à l'extérieur, si on n'est pas très très bon, et c'est souvent un petit peu le choix. Souvent on voit sur les extérieurs, ça reste des très très bons nageurs qui prennent tout de suite l'extérieur. Après un nageur un peu moyen qui est appelé en premier,
Alors il y a ceux qui vont pas vouloir prendre de coups et qui du coup vont utiliser cette stratégie-là, mais il aurait tout intérêt à laisser deux trois espaces à côté de lui pour qu'il y ait des bons nageurs qui viennent se positionner, parce que faire tout seul face à une masse, franchement, même si on se sent pas gêné, on avance moins vite. Et moi, ça, j'en ai pris conscience il y a très très peu de temps, que c'était hyper difficile de remonter aujourd'hui sur le côté quand on n'a pas pris un bon départ ou autre, parce que la masse, elle est quand même aspirée. Il y a quand même quelque chose qui se crée, un mouvement, et quand on n'est pas dedans. Oui, mais ça c'est simple. Il y a un moment, t'arrêtes de nager, tu veux dire, t'es dans une rivière, quoi. Je veux dire, c'est ça. Et ça, faut l'accepter, sporter, parce que ça veut dire qu'il faut accepter d'aller au milieu de la masse. Ouais. Et franchement, quand on n'aime pas le contact, c'est compliqué, parce que. Ah oui, ça peut être flippant. Voilà. Faut se laisser un peu guider. Et soit on est devant et on a le lead parce qu'on est vraiment au-dessus, soit après, sur ces courses-là, il faut accepter faut avoir un peu d'humilité entre guillemets et se dire bah non, bah de toute façon moi je peux pas emmener un groupe, donc il va falloir que je me mette dedans à un moment donné et que j'accepte de me prendre des coups aussi, quoi. Mais finalement c'est comme en vélo, quoi. Si t'es pas super fort, tu te mets pas devant, tu te mets au milieu, mais t'as intérêt à être à l'aise dans le peloton, quoi, dans le pack, parce que sinon c'est ça. Et puis à garder tes lignes. Oui, à garder, pas faire des choses dangereuses pour les autres, voilà, c'est en vélo encore plus, ouais. Non, mais c'est clair, mais je pense que quand t'es dans le pack, dans le haut niveau, c'est une chose. A priori, on va tous plus ou moins droit. Quand t'es sur des courses un petit peu plus grand public, c'est quand même vachement différent. Et trouver la personne, tu vois, chez qui tu vas te mettre, aller trouver des hanches, tu vois, de quelqu'un qui a ton c'est très compliqué, j'imagine. C'est quand même quelque chose de très différent, quoi. Donc, oui. Non, totalement. Bah après, on n'est pas sur les mêmes physionomies de course, et c'est pour ça que les conseils qu'on peut donner en tant qu'athlète de haut niveau, sont pas toujours applicables. Voilà, je sais que c'est pas du tout applicable pour tout type de course, et c'est la théorie, et puis après faut voir ce que ça donne. Exactement. Et puis en plus, il y a une autre dimension, je pense, sur les courses amateurs, c'est vraiment cette volonté finalement de se surpasser aussi soi-même pour beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de triathlètes, ou de personnes qui se mettent au triathlon dans l'idée les gens raisonnent beaucoup en chronomètre, chose que nous, ça nous dépasse complètement, quoi. Moi, quand j'entends, j'ai fait un S, j'ai nagé en tant de minutes, j'ai couru en tant de minutes et j'ai roulé en tant de minutes, franchement, je pense que j'ai jamais eu cette discussion avec un athlète de haut niveau. Parce que les différences de parcours sont énormes. Enfin, on compare jamais un triathlon à un autre. Aujourd'hui, on a la fédération qui, la plupart du temps, va sur une course avec une roulette, et on se rend compte que les 10 bornes, des fois ils font 10 bornes 400, des fois ils font 9 bornes 500, et on écrit toujours 10 km sur la fiche. Donc, faut relativiser beaucoup de choses. Aujourd'hui, 500 mètres, c'est 1 minute 30 chez un garçon, et c'est 1 minute 40 chez une fille, quoi. Enfin, c'est énorme. Donc à la fin, si on commence à analyser nos temps comme ça va pas nous apporter des informations très très judicieuses, quoi. Donc voilà. Ouais, puis d'autant que pour vous, en fait, ce qui compte pour vous, c'est pas le chrono. Exactement. C'est le classement. C'est un sport. Si la fille qui est devant sur un sprint, elle fait 1 heure, en fait, toi, il faut juste que tu fasses 59 minutes. C'est ça. Tu t'en fous que. Ouais, donc en fait, on a mais maintenant pas pour un la même triathlète approche. débutant, c'est une question de, je veux dire la différence marginale pour toi sur un parcours et un autre. En fait, ça va peut-être varier de 3 minutes. Oui. Mais en fait, pour un athlète débutant, on parle pas de 3 minutes, on parle de, tu vois, je veux dire, les progressions, elles se comptent pas en 3 énorme. minutes. Bien sûr. Ton premier triathlon, je sais pas, distance olympique, quand t'es débutant, t'en fais un deuxième, t'auras gagné une demi-heure, et sur ton troisième, t'auras gagné encore 45 minutes. Enfin, tu vois, je veux dire, totalement. C'est pas les mêmes échelles. C'est ça. Mais donc là, ça peut avoir du sens, parce qu'effectivement, j'ai gagné 45 minutes sur ma distance olympique. Ok, peut-être que le parcours était 3 minutes plus long, mais en fait, on s'en fout. Après, moi, j'ai le côté, j'ai cette vision-là aussi parce que j'entraîne à côté des triathlètes amateurs, et en fait, des fois, j'essaie juste de leur faire comprendre qu'il faut relativiser certains résultats, parce que ils font un court de distance début janvier, il y en a pas beaucoup, mais enfin, on va dire début mai, ils en font un fin mai. Et en fait, ils me disent, je suis déçu, j'ai pas fait un meilleur temps vélo alors que je pensais avoir progressé. Et après, tu regardes le parcours, et il y en avait un, il y avait 0 de D+, et l'autre, il y avait 800 de D+. Donc bon, à 1 mois d'intervalle, c'est quand même compliqué de comparer. Donc c'est là-dessus où j'essaie de faire relativiser un peu, mais après c'est parce que j'ai pas la même vision forcément que eux dans ma pratique. Mais je comprends ce besoin de comparer pour avoir pour savoir si on progresse. C'est hyper important pour valoriser ce qu'on fait à l'entraînement, pour donner du sens finalement à la préparation qu'on a faite, pardon. Mais il faut avoir
prendre beaucoup de recul parce que franchement quand c'est pas pour embêter les organisateurs hein, mais des fois ils ont pas les autorisations pour passer sur la route là où ils voulaient passer et puis du coup c'est pas grave si ça fait 9 kilomètres au lieu de 10 quoi. Ou c'est pas grave si ça fait 11 au lieu de 10. Mais du coup, ça peut être hyper perturbant pour quelqu'un qui regarde ses chronomètres constamment. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'au niveau fédéral, quand on a notre bilan en fin d'année, souvent ils nous mettent toutes les courses et dès qu'ils ont peut mesurer au mètre près, on a un ratio en kilomètre heure qui est donné. Mais c'est parce que pour nous, ça devient important pour savoir voilà où on en est aussi et si on a le niveau pour aller si on a le niveau pour courir sur finalement l'échelle suivante pour aller sur WTCS ou pas parce qu'aujourd'hui on sait que sur WTCS pour être légitime il faut avoir fait des 10 bornes au-dessus de 17 km/h et demi chez les filles sinon on n'existe pas quoi. En course, j'entends, pas sec. Donc c'est hyper important sur une course d'avoir pu évaluer ce niveau-là. Mais bon après voilà à l'échelle on va dire au niveau amateur il y a une complexité énorme là-dessus parce que d'un parcours à l'autre ça peut quand même beaucoup varier et j'entends cette histoire de demi-heure et de progression mais quelqu'un qui en fait depuis 2 ans ou 3 ans après il progressera plus d'une demi-heure non plus donc c'est vrai que là-dessus faut quand même prendre beaucoup de recul et même si la notion de place est pas aussi importante quand on est amateur elle l'est pour certains hein, elle l'est pas pour tout le monde mais quelqu'un qui veut se surpasser il faut quand même qu'il garde en tête ça parce que ça peut vite être très démoralisant quoi. On peut pas forcément comparer 2 courses entre elles et même 2 courses qui sont identiques. Je veux dire, tu vas une année, tu fais X et puis l'année d'après tu refais X. Bah, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, les conditions climatiques, le vent. Bon, généralement les parcours ils changent pas trop, mais tout ce qui est paramètres extérieurs peuvent changer. Et puis peut-être que la première année t'as pas pris le bon paquet, la deuxième t'as pris le bon paquet ou inversement, et etc. quoi. Tu disais aussi que en dehors de ton quotidien de sportif de haut niveau, tu entraînes. Est-ce que c'est quoi? C'est la volonté de transmettre? C'est ta façon de gagner aussi un peu ta vie dans le triathlon? C'est dû à quoi? Il y a plein de raisons. La première raison, c'est que j'ai fait des études déjà. J'ai un master en entraînement, biologie, nutrition, santé. J'avais fait à Paris. Et c'est un master dans lequel je me suis éclatée. Moins en licence, mais quand je suis arrivée en master, je me suis éclatée parce que j'adore comprendre ce que je fais. Donc ça a été déjà une plus-value pour moi dans un premier temps, pour ma pratique et comprendre ce que je faisais au quotidien et pourquoi je le faisais. Mais finalement, très vite, ça a été aussi important pour moi de transmettre, comme tu disais. Ça a été quelque chose qui était très important. Et du coup, je l'ai pris en compte assez vite. Je me suis dit comment je peux réussir à transmettre alors que je suis encore athlète de haut niveau et j'ai pas forcément le temps à y consacrer au quotidien parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça. Enfin, c'est quelque chose en plus je parlais une fois de plus de contrôler, de maîtriser et tout quand je fais des plans à quelqu'un, des plans d'entraînement je peux revenir 15 fois dessus donc ça me prend beaucoup de temps. Et parce que j'aime ça donc directement quand je me lance dans quelque chose je veux tellement le faire à fond que je sais que je vais pas me limiter à passer 1 heure par plan. S'il faut que je passe 3 heures je passerai 3 heures et donc voilà donc quand je me suis lancée je me suis dit il faut que je me limite déjà à un nombre d'athlètes parce que je pourrais pas faire plus, j'ai pas la capacité de faire plus et je veux continuer à faire bien. Ça a été la première chose et après aussi parce que mon copain lui est en thèse donc liée au triathlon à la base sur l'analyse des parcours etc et il a lancé aussi son auto-entreprise en même temps on a créé la même auto-entreprise et l'idée c'était lui qui propose du testing donc tout ce qui est test VMA PMA VO2 etc et que moi je puisse avoir la partie entraînement en gros accompagnement certes à distance pour la plupart mais en gros c'était l'idée qu'on fasse quelque chose en commun et ça a été l'occasion lui quand il approche de la fin de sa thèse et donc ça a été l'occasion qu'on le fasse ensemble avec une limite de 10 athlètes. Moi j'ai pris 10 athlètes et j'irai pas au-dessus maintenant mais après pour l'après-carrière c'est quelque chose que je veux développer encore plus donc voilà l'idée et après j'ai coaché pendant 2 ans quasiment à ICI Triathlon. Quand j'étais en région parisienne, je coachais une dizaine d'heures par semaine. Par contre, en présentiel, j'avais un groupe de sport santé. J'avais les adultes, des fois en natation, les plus petits, les 6-7 ans en école de tri.
Donc c'est marrant parce que je suis absolument pas passée par l'école de tri, donc il a fallu que je m'y mette un peu parce que justement tout ce que j'évoquais sur les aspects transition et tout, bah moi je l'ai pas vécu, donc ça a été tout nouveau pour moi d'entraîner des petits avec beaucoup de ludique, chose que je n'ai pas eu dans le triathlon. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à titre personnel, donc ça c'était génial. Et donc toute cette période-là, en fait, ça a été la période où justement j'étais éloignée du haut niveau parce que j'avais les problèmes de santé et donc j'ai pu me consacrer à cette activité pour gagner ma vie. Donc tout se lie un petit peu à cette période-là et j'ai voulu continuer maintenant parce que c'est quelque chose que j'apprécie, quoi. Aujourd'hui, comment on vit dans le triathlon? On avait Cédric Fleurton, donc de ma génération, tu vois, ça remonte. Oui. C'était un peu différent. Maintenant, comment est-ce qu'on vit dans le triathlon et en particulier le triathlon en cours? Parce qu'on n'est pas revenu sur ton palmarès et sur tes ambitions, mais faudra qu'on le fasse avant de raccrocher. Comment on vit? On a la chance d'avoir le développement beaucoup des contrats d'insertion professionnelle. Donc à l'époque de Cédric Fleurton, il devait exister, à mon avis, des partenariats avec la SNCF. Je sais pas si ça vous parle, mais je pense que c'était le cas à son époque. C'était les CIP, le début des conventions d'insertion professionnelle. Et probablement le début de l'armée. Le début de l'armée aussi, non? Ouais. Le début de l'armée, c'était plutôt à l'époque de Francky Batelier, qu'on a eu aussi sur le podcast, mais c'est vrai que Cédric, c'était la SNCF, et d'ailleurs, il a fait une carrière à la SNCF, il y est toujours. Oui, bah voilà, du coup, en gros, les CIP, les contrats d'insertion professionnelle, c'est pour beaucoup d'athlètes de haut niveau la plus grosse partie du revenu. Après, on a toute une partie du revenu qui est basée, on va dire, sur le club, ça dépend dans quel club on est. Les choix qu'on fait, il y en a qui sont plus en D1 aujourd'hui, donc qui sont pas forcément dans des clubs qui ont beaucoup d'argent, entre guillemets. Moi, ici, Triathlon, ils me font confiance depuis maintenant 2017. Et donc, j'ai un revenu avec eux, un mensuel, jusqu'à 2024. Donc voilà, j'ai voulu aussi avoir cette sérénité-là. Alors, je leur ai proposé en gros de pas avoir un contrat évolutif en fonction des résultats que je faisais, mais plus de jouer sur la sérénité en disant bah voilà, quoi qu'il arrive jusqu'en 2024, ils m'accompagnent. Et moi, je reste. Attends, 2024, ça me dit quelque chose. 2024. Bon, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Donc voilà, c'était le club. Le club a une part très importante en France. C'est pas du tout le cas de toutes les fédérations, mais nous, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, les débats sont riches pour essayer de maintenir, on va dire, ces contrats-là, parce que on peut faire de moins en moins de choses pour le club, étant donné que les calendriers sont très chargés et ça devient très très complexe pour eux de continuer à accompagner des athlètes sans qu'ils aient forcément les retours et qu'on soit présent sur les épreuves de Grand Prix. Donc moi normalement je dois faire 4 Grands Prix par an sur 5. Mais en général ça se solde par 3 à la fin de l'année parce que c'est impossible de gérer avec les courses internationales. Et mon club jusqu'à 3 est content entre guillemets, mais il pourrait me dire bah non, c'est 4 et c'est pas négociable. Donc voilà, après on est dans l'échange aussi parce que je suis dans un club bienveillant qui a envie que je réussisse aussi sur la scène internationale. Donc voilà, ils sont dans l'échange sur les calendriers, etc. Mais j'essaie de faire quand même 3 Grands Prix par an minimum. Ce qui est pas le cas de tous les athlètes parce que moi je considère que le club aujourd'hui c'est mon deuxième revenu, on va dire après l'armée, parce que donc je suis gendarme. Il y a certains athlètes pour qui, avec les sponsors, on va dire ça c'est devenu vraiment infime ce qu'ils peuvent avoir par le club. Donc finalement c'est pas leur priorité, ce que je peux comprendre, mais du coup ça dépend un petit peu de notre niveau de revenu aussi en termes de sponsoring à côté et la hauteur à laquelle les marques peuvent nous accompagner. Voilà, moi pour l'instant c'est une CIP donc avec l'armée en tant que gendarme et le club essentiellement, et après à côté j'ai des partenaires plus matériels que financiers. Mais c'est l'essentiel du revenu est là, quoi. Et après les marques, ça c'est un autre débat, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a eu le Covid, il y a eu des choses qui ont été plus difficiles pour les athlètes comme pour les marques de leur côté, les magasins, tout ça. Donc si on n'est pas aussi légitime que peuvent l'être certains athlètes qui sont régulièrement sur les podiums de WTCS, on est quand même forcément pas autant sur le devant de la scène, donc c'est plus difficile pour nous d'avoir ce genre de contrat. Mais il y a toujours des gens qui ont la gentillesse de faire le maximum pour nous accompagner. Donc voilà, mais ça reste quelque chose de très compliqué. Et en plus là intervient la nécessité de gérer la communication et tout. Et si on est plus ou moins bon, on a plus ou moins de contrats. Donc voilà, moi je me suis récemment mieux entourée à ce niveau-là et je vais avoir quelqu'un qui va m'aider parce que je gérais pas très bien.
Et c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui à devoir gérer ça de manière quasi professionnelle. Et en fait, si on n'a pas beaucoup de feeling avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué et ça peut devenir même angoissant en fait, tout simplement, parce que on nous demande, on signe avec une marque, c'est 24 posts par an, on signe avec une autre, c'est 2 stories par semaine, c'est tant. Enfin, ça devient une gestion en fait presque, permanente. Et sauf que à côté de ça, faut s'entraîner. Il faut surtout s'entraîner en fait. Donc ça devient vraiment très dur. Et en plus, les marques aujourd'hui commencent à comprendre que pour eux, avoir des influenceurs, c'est presque mieux que d'avoir des sportifs de haut niveau parce qu'ils ont plus de temps à consacrer à ça. Donc ça marche mieux pour leur retombée. Donc il y a de moins en moins de marques qui veulent accompagner des sportifs de haut niveau. Et ça, faut quand même le prendre en compte quoi. Aujourd'hui, on n'est pas capable de délivrer le même type de communication parce que c'est pas notre métier de base que un influenceur. Sauf que des fois, on a des marques qui nous demandent de communiquer comme des influenceurs. Et enfin voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et j'ai besoin de me faire entourer à ce niveau-là parce que je suis nulle en fait, tout simplement. Oui, puis c'est là aussi où tu vois que l'écart se creuse en fait entre Oui. les gens qui aiment justement faire de la com. On en parlait récemment avec Thomas Delpeuch qui est ultra trailer et qui est très présent. Mathieu, qu'est-ce que j'en ai C'est pas grave, il y avait c'est son frère. Mais donc, je pensais à 2 personnes en même temps. Bref. Lui, par exemple, il est très à l'aise sur les réseaux. Il aime ça, il a une chaîne YouTube et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il dit, ben voilà, mais en même temps, je le fais parce que j'en ai besoin. Mais bon, heureusement, moi, ça me plaît. Mais effectivement, il y a des gens à qui ça plaît pas, c'est des sportifs, ils ont envie de faire leur sport et basta quoi. Oui. Alors après, je comprends que ça puisse plaire et tant mieux en fait, parce que je vois qu'il y a des gens qui se débrouillent hyper bien et justement surtout l'aspect vidéo aujourd'hui, c'est ce qui plaît aussi beaucoup parce qu'avant il y avait les photos, maintenant aujourd'hui c'est les vidéos, les réels qui marchent, tout ça. Il faut se mettre toujours à la page et c'est ça qui est très dur. Mais concrètement, moi, ce qui est le plus dur en fait, c'est de devoir communiquer. Et en fait qu'on m'impose quelque chose. C'est ça que j'ai le plus de mal à gérer. Je comprends que c'est important et du coup j'essaie de faire mon mieux, mais en fait des fois ça m'oblige à devoir mettre des choses. En faire un peu too much quoi. Ah ouais, franchement c'est ça qui devient hyper compliqué et en fait il y a aussi j'ai déjà eu la problématique de dire par exemple il y a une période où j'étais chez Adidas. Et en fait, j'adore. Enfin, je suis équipée Adidas de la tête aux pieds quasiment depuis que j'ai commencé le triathlon. J'adore cette marque. Mais enfin, il y a quand même des chaussures que je préfère et des chaussures que j'aime pas parce qu'elles correspondent pas à mon pied. Et quand on m'envoie une paire de chaussures et qu'on me dit tiens, tu dois dire qu'elle est géniale sur un post en disant exactement ça et en mettant exactement tel hashtag et tout. Waouh, là clairement on s'approche de quelque chose que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire en fait. Ouais, t'es moins à l'aise. Parce que en fait je communique spontanément sur les choses qui me plaisent. Dès que le produit je suis pas convaincue, je vais avoir beaucoup plus de mal à en parler. Enfin ça va être horrible en fait même parce que je vais avoir l'impression. Enfin les réseaux sociaux c'est un domaine dans lequel on doit échanger. Enfin sur lequel je me dis il y a des gens qui regardent les réseaux sociaux des athlètes, c'est pour avoir des fois pour avoir des conseils, des retours, ça peut être ils aiment bien voir quelles séances on fait, tout ça. Enfin, je me dis je sais pas ce qu'ils cherchent exactement mais je me mets un peu à leur place, c'est pour qu'ils aient des posts en disant cette chaussure elle est géniale et qu'après derrière ils l'achètent. Enfin bon, si on pensait pas ce qu'on écrit, c'est un peu compliqué quoi. Ouais non, ça devient effectivement un vrai sujet aujourd'hui. Audrey, le temps passe, on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode, mais il y a quand même une dernière chose sur laquelle peut-être 2 choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne. T'avais dit que t'étais pas très explosive. Pourtant, aujourd'hui, t'es quand même sur du assez court. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont les formats sur lesquels tu cours et nous refaire ton palmarès aussi rapidement? Alors, je cours sur le circuit donc qu'on pourrait appeler le circuit olympique. Donc, que ce soit Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Enfin, c'est toutes les courses où on peut marquer des points finalement pour aller aux Jeux derrière, pour aller chercher des dossards et être potentiellement qualifié aux Jeux Olympiques. Donc voilà, circuit Coupe d'Europe, Coupe du Monde et WTCS. Je cours donc sur des formats essentiellement sprint et courte distance, SM, je sais pas comment on peut les appeler, pour que ce soit compris par tout le monde. Et éliminator récemment, relais mixte. Voilà, tous ces formats-là qui vont de 20 minutes pour le relais mixte et l'éliminator à 1 heure pour le sprint et 2 heures pour le courte distance, en gros.
Quand tu parles d'éliminator, tu parles de la Super League. Non, éliminator, c'est aujourd'hui sur le circuit WTCS, il y a une manche par an qui est comme à Montréal l'année dernière et comme à Hambourg cette année, course à venir. Voilà. Donc c'est des formats qui sont tout récents, qui plaisent bien, qui passent bien à la télé. Donc ce sera probablement à l'avenir des formats qui vont être de plus en plus récurrents. Voilà. Donc faut le travailler aussi. Faut être hyper complet en fait, tout simplement, parce que finalement entre 20 minutes et 2 heures d'effort, bon, il y a quand même des petites différences. Mais aujourd'hui, de toute façon, au jeu, quelqu'un qui est qualifié et qui est à la fois dans le relais individuel, c'est un court de distance et un relais mixte, donc c'est 20 minutes et 2 heures, quoi. Donc faut savoir être bon sur les deux. Donc voilà, je suis pas très explosive. Après, c'est relatif quand même par rapport forcément. Quand je dis que je suis pas très explosive, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de m'entraîner avec une athlète de 1500 qui m'aide à sortir un petit peu de ma zone de confort à Montpellier, qui s'appelle Johanna Gaillard-Carl et qui a un bon petit palmarès sur 1500 en France. Donc voilà, ça court 4,09 de mémoire sur 1500 ou quelque chose comme ça. Donc j'en suis très très loin des 4,09. On vous laisse faire les calculs en minutes au kilomètre. Hein. Déjà 4,09 sur 1500, ça veut dire que c'est une fois et demie plus qu'un kilomètre. Voilà, c'est bon, c'est un autre registre et aujourd'hui, j'ai fait ma séance VMA avec elle, donc j'ai fait 4 fois, 5 fois 200 en nature, on n'était pas sur la piste et bon ce qui est bien, c'est qu'au début de la séance, elle me fait mal et puis à la fin de la séance, c'est moi qui lui fais mal quoi. C'est voilà, en gros on n'est pas sur la même filière, on s'entraide et c'est génial, mais je me rends bien compte que par rapport à ces athlètes là je peux pas me dire explosive, c'est pas possible. Donc voilà, et puis après je l'ai pas mal travaillé, j'ai beaucoup progressé là-dessus, énormément, et donc j'en suis assez contente, mais si je reviens à mes qualités de base très rapidement, je ferai du longue distance sans aucun doute. On t'attend au virage. Alors très rapidement, mais il y a peut-être des étapes entre les deux, notamment cette fameuse date de 2024. Enfin, je sais pas, on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais tu te vois où en 2024 en 2024. Peut-être juste avant de passer là-dessus, parce que palmarès, tu nous as dit ce que tu faisais, mais tu peux revenir peut-être sur tes grandes victoires. Tout s'est passé un peu avant 2016, donc avant que j'ai mes soucis de santé. Donc j'étais championne du monde U23, donc moins 23 ans. À Chicago, j'ai été médaillée, on a été champion du monde en relais mixte avec mes coéquipiers de l'équipe de France en 2015 en élite. Donc il y avait à l'époque Vincent, Dorian et Jeanne. J'ai été vice-championne d'Europe junior. J'ai plus récemment été championne d'Europe de duathlon. Je me suis un peu égarée. Mais j'adore ça. J'étais très contente de faire du duathlon, mais c'était génial. Et il y avait même pas de natation. Il y avait même pas de natation, mais je me suis éclatée. Enfin, c'était une petite parenthèse. Ça a été très important pour me redonner confiance aussi quand je suis repartie justement sur les courses internationales. Et donc après, là plus récemment, j'ai gagné une Coupe du Monde. Donc ça a été mon premier titre sur Coupe du Monde. Donc je le mentionne quand même parce que ça faisait un petit moment que j'attendais de gagner une Coupe du Monde. Donc voilà. Et prochain objectif du coup alors l'idée déjà collectivement, c'est d'aller chercher ces 3 dossards pour les Françaises. Donc ça, je parle du collectif parce que du coup c'est les points. C'est tout à base de points. Donc faut qu'on aille courir sur les différentes courses qui nous permettent de marquer des points. Et faut mettre 3 Françaises dans les 30 premières au ranking mondial. Donc ça c'est clairement l'objectif pour l'équipe de France, c'est d'avoir 3 femmes au départ des Jeux. Et après, plus on va se rapprocher de 2024, plus ça va être de me positionner le mieux possible par rapport aux autres Françaises, après avoir eu cette quête collective, en gros, pour espérer être sur la ligne de départ à Paris. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a 3 grosses têtes d'affiche en France et je leur souhaite absolument pas de malheur d'ici là. Donc l'idée, ça va être surtout moi de hausser mon niveau pour m'imposer sur ce trio-là, quoi. Ok, écoute, le programme est beau. Et puis juste pour terminer, on finit toujours l'épisode en posant une question à notre invité. C'est en lien avec le nom de notre podcast. C'est finalement, à ton avis, comment devenir triathlète ? Alors, comment devenir triathlète ? Déjà, je vais dire que c'est prendre son temps. C'est l'inverse de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière, si je peux appeler ça comme ça. C'est commencer par les bases. Parce que moi, si je devais refaire
refaire ma carrière, je la ferais différemment. Je prendrais plus mon temps au départ parce que il s'est passé même pas 4 ans entre ma participation aux Jeux de Rio et mes débuts en triathlon. Et c'était, je pense, trop précipité pour construire la femme que je suis aujourd'hui déjà, avant la triathlète. Et donc du coup, ce serait tout à base finalement de plaisir parce que c'est comme ça qu'on se construit, je pense, dans la discipline et qu'on perdure aussi. Donc je conseillerais juste de prendre plaisir dans tout ce qu'on fait et prendre son temps aussi, pas griller les étapes, surtout quand on est jeune triathlète et qu'on voit les grands faire. Waouh, vachement inspirant. Et juste avant de te laisser, où est-ce qu'on te retrouve si on veut échanger avec toi, si on veut juger justement de tes qualités de communicante ou de la personne qui va t'aider? Je communique plus avec les gens justement de manière, juste pour être dans l'échange, que je communique à base de photos sur les posts. Mais tu vois, sur le podcast, Instagram, c'est aussi un bon média pour communiquer de manière authentique. Oui, j'adore. Ouais. Tu vois, t'es pas obligé. J'espère que t'as pas raconté trop de bobards. Non. On peut être vrai, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Non, mais c'est. Et puis t'as pris du temps. C'est top. Voilà, c'était pas du quick beat, quoi. Non, carrément, c'est top. Et non, je suis sur les réseaux sociaux, je réponds quand j'ai le temps, je le fais. Voilà. Sinon, c'est que j'ai pas vu le message et ça arrive souvent aussi. Mais en général, je réponds et même sur les courses en fait. Aujourd'hui, sur les grands prix, pour les gens qui vivent en France, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir échanger avec les athlètes, quoi. Enfin, moi, j'aime en tout cas ces moments-là parce que finalement, c'est les seules courses où je suis proche des gens qui me suivent. Donc, c'est important. Ouais, puis je crois qu'il faut le dire, c'était déjà le cas à mon époque. Hein. Le Grand Prix, c'est quand même la plus grosse compétition internationale de triathlon. Enfin, je veux dire, c'est l'un des plus grands circuits mondiaux. C'est encore de le triathlon. plus grand. Après, il va falloir qu'on se renouvelle aussi un peu pour continuer à attirer parce que il y a des pays qui commencent à faire des choses très intéressantes. Je pense notamment à la Bundesliga où j'ai eu la chance de participer avec le club de Potsdam. Ils sont en train de proposer des formats qui sont super et ils ont des belles équipes aujourd'hui. Il me semble qu'en Belgique, il y a un bon circuit. Ça commence à arriver en Espagne. J'ai pu courir en Italie aussi une année pour un club. C'est pas encore peut-être à la hauteur de ce qui se fait en France, mais il faut se méfier. Pour garder ce statut de plus beau circuit, va falloir qu'on fasse des efforts aussi sur la communication et sur le renouvellement des formats aussi, je pense. C'est ça, ouais. Après, c'est comme dans le foot, hein, quand tu regardes le nombre, pour l'instant, le nombre de têtes d'affiche internationales et nationales qu'il y a sur le Grand Prix, c'est pour l'instant évocateur, mais après, oui. Effectivement, mais il faut accepter de se peut changer renouveler. Et vite. C'est pas toujours facile, surtout quand on a la pancarte entre guillemets du plus vieux circuit international, comme ça peut être le cas en France. Donc voilà, le triathlon aujourd'hui, c'est plus le même qu'à 20 ans, et je pense qu'il faut accepter de changer un petit peu sans dire que c'est faire du tort au triathlon, quoi. C'est juste l'évolution et c'est comme ça, quoi. Écoute Audrey, merci beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci pour tous les tuyaux que tu nous as donnés, pour tout le partage dans lequel on était, pour le temps que tu as pris, parce que tu as dit pour toi c'était important et pour nous c'est important aussi. Ça l'est aussi pour notre audience. Donc écoute, on te souhaite une très bonne continuation, bonne course aussi au point pour faire gagner des dossards pour les filles et puis bonne qualif, on l'espère pour toi. En tout cas, on suivra ça de près et puis Olivier, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, exactement. À très bientôt Audrey et salut à tous, à la semaine prochaine. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.